Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de GD Night, l'émission qui vous parle vraiment game design. Vous êtes avec Mehdi Dez de Dez Podcast, Pléiade univers d'émissions dont fait partie GD Night. GD Night lui-même qui appartient à la maison mère de Je Game Moi Non Plus pour rappel, mais toutes les infos effectivement dans les billets ou même en commande si vous voulez parce que vous en avez, elles sont dans la barre de description pour ceux qui sont en live, petit point d'exclamation Je Game ou DZP, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut. Je suis avec Grégory, salut Grégory. Salut. Et je suis avec Germain. Hello Germain. Salutations les gens. Alors il le précisait effectivement, petite baisse au niveau qualité sonore, mais c'est parce que c'est un homme tout-terrain qui est quand même avec nous malgré tout pour l'émission. On est en période de fête, donc effectivement il n'a pas son matos optimal de la maison et tout ça. Et en tout cas, on espère que vous vous installez avant la boucherie, enfin l'analyse constructive de Breath of the Wild. On va commencer donc à tout seigneur, tout honneur, comme dirait l'autre, ce cher Grégory qui a proposé cette émission de longue date. Alors, je dis proposer, je vais pas genre le laisser botter en touche tout seul en mode gros galérien, hein. C'est-à-dire que je l'ai accompagné très joyeusement sur cette entreprise de critique un petit peu salée, diraient certains, mais vous allez voir, on va retomber sur nos pattes. On va parler de Breath of the Wild et avant de faire ça, on va planter le décor. Alors évidemment, Captain Obvious me souffle que c'est un Zelda, mais Zelda, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est un petit peu de ça qu'on va partir, même si beaucoup d'entre vous l'ont à l'esprit, on va un petit peu y arriver doucement mais sûrement. Donc Zelda, Grégory. Zelda, déjà, c'est la princesse. Hein. Voilà. Voilà, je tiens à le dire, c'est Link, le héros, voilà. Donc ça, c'est fait. Allez, bonne soirée. Non, juste pour info, tu as ton son qui est plus bas que nos sons de ce que je lis sur le chat. Ah d'accord, eh ben très bien, je vais régler ça de ce pas, je pense que ça devrait, ça a dû s'arranger, je l'espère, et j'espère que ce sera pas trop compliqué à rehausser à l'occasion. Voilà, on est reparti. Très bien. Très important à savoir, Zelda, donc c'est une licence qui existe depuis un bon moment. Hein. Ça fait très longtemps que c'est en place. J'ai pas la date exacte, mais le tout premier Zelda, et on va le voir justement avec l'analyse un petit peu de Breath of the Wild, se rapproche pas mal de ce que propose Breath of the Wild. C'est donc un jeu d'exploration, donc c'est de la 2D, hein, c'est vu du dessus, c'est sur NES. Ouais. Hein, donc c'est vieux, hein, pour les petits jeunes qui sont avec nous. Oh, c'est même vieux pour les vieux qui sont avec nous. Hein. Ah, c'est même vieux pour les vieux, hein, voilà. Bon, c'est la NES, ça va, c'est pas non plus. En 86. Tennis for two, c'est pas tennis for two non plus, quoi. Et donc l'idée tout simplement, c'est que on incarne le héros de légende, Link, qui doit aller sauver la princesse Zelda d'un terrible mal ancien. Je sais même pas si Ganon était déjà là dans le premier. Enfin, si. C'était déjà la bête Ganon, bon, très bien. Et donc l'idée, c'est qu'on a plein d'écrans qui vont se succéder à mesure qu'on avance, et surtout on est paumé au milieu de nulle part, et clairement la seule phrase, on va dire un petit peu de départ qu'on va avoir, c'est le petit vieux qui nous donne une épée, qui nous dit c'est dangereux dehors, c'est dangereux ouais, dehors, c'est dangereux dehors, prends ça. Prends ça dans la gueule, ouais, c'est dangereux d'aller dehors tout seul. Oui. Prends ça, et là tu te démerdes. Ça. Donc ça, c'est vraiment la proposition de départ, et c'est venu d'une idée qu'avait Shigeru Miyamoto, donc le créateur, voilà, le papa du jeu, qui est aussi le papa de Mario entre autres, notamment Metroid, plein de choses. Bon, un petit nom du game design. C'est parce que c'est mon porte-clés, c'est pour ça que je m'en souviens facilement. Voilà, c'est là où j'accroche mes clés. Yes. Voilà, ASMR clés. On arrête l'instant Fort Boyard, mais de clés, il sera beaucoup question, parce qu'on est dans du donjon, effectivement, principalement, et bien identifié dans le premier Zelda. On l'a fait en même temps. Tandis qu'on a une imitation de passe-tout, passe-partout, passe-temps, pardon, en simultané, royal. Ouais, mais c'est fou. Voilà. Et donc, en gros, l'idée, tout simplement, c'est qu'on va, à mesure de notre avancée, découvrir des zones, découvrir des dangers, etc. Découvrir. Alors c'est le premier jeu, je crois, vraiment, hein, qui a amené le principe de sauvegarde. Je confirme, avec une pile incorporée effectivement dans la cartouche. Voilà, donc merci Zelda d'avoir amené les sauvegardes, hein, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça nous a fait plaisir à nous, surtout pour justifier par rapport à nos parents qu'on pouvait sauvegarder. Même si en général ça nous permettait d'avoir du rap de 15-20 minutes de plus.
Ce qu'ils comprenaient pas. Le point de sauvegarde est très loin. Et en fait, l'idée, tout simplement, c'est qu'on va arriver dans des zones qui vont potentiellement être trop dures pour nous. Donc, on va s'en rendre compte en tant que joueur et on va se dire, ok, je reviendrai plus tard quand je serai plus fort ou que j'aurai potentiellement un outil qui va me permettre de surpasser ces épreuves. Donc, ça va être soit des monstres très forts, soit tout bêtement, il y a une rivière, on ne sait pas nager, on ne peut pas passer. Il nous faut les palmes. Voilà. Ça a vraiment mis les bases là-dessus. Ouais. Ensuite est arrivé donc d'autres jeux Zelda qui ont un peu moins bien marché, comme par exemple Zelda 2 qui était en platformer. Et Alors puis je Zelda. je sais pas s'il a si moins bien marché que ça. Non, Il a quand même eu je crois un relatif succès commercial, hein, parce qu'à l'époque c'était estampillé Nintendo et Zelda vu le succès du premier. Mais c'est vrai qu'il a reçu un accueil un petit peu plus tranché parce que on était sur une progression qui conservait en alternance, contrairement au premier, une progression donc scrolling horizontal et une progression comme dans le premier top down, donc vue du dessus. Toujours 2D, évidemment. Après, c'est surtout je parle dans la globalité, dans l'esprit des joueurs. C'est vrai que quand on va parler de Zelda 2, il est obscurci, quoi. Enfin, clairement, il est ausculté, j'allais dire, pas du tout. Occulté, oui, c'est ausculté. Il faut l'ausculter aussi. Oui. Il a mal au dos, hein, ce pauvre Link. Et très important, ensuite il y a eu donc A Link to the Past, qui est vraiment le jeu qui a ensuite amené la recette qu'on connaît des jeux Zelda, et qui est l'un des points importants qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qu'un Zelda, au final. C'est la recette du donjon, avec vraiment des énigmes, le fait qu'un donjon est associé à un objet particulier qu'on va débloquer, qui va nous permettre de résoudre des énigmes, etc. Donc ça, il y a pas mal de choses à dire. Et ce schéma, finalement, de parcourir un monde en débloquant les accès petit à petit. Et donc un schéma plus linéaire que ce qu'il y avait dans le premier. Oui, tout à fait. Alors, donc, voilà. Des petites précisions quand même, vu que le chat est là pour ça, mais on garde du dynamisme pour ceux qui nous écoutent en podcast. Un système d'XP qu'on nous souligne également dans le 2, tout à fait. Et aussi, par rapport à ce que tu viens de dire, Greg, qui sera important par la suite, la map de Link to the Past, donc la version Super Nintendo, apporte ceci, même en restant sur de la 2D, d'un effet je dirais, de verticalité dans la progression, notamment des reliefs et des espaces qu'on va retrouver effectivement. C'est un peu le prototype, la base de ce que sera Breath of the Wild des décennies plus tard. Yes. Voilà, au niveau le level design, tout ça. Et tu nous amenais après le Super NES vers... Là, tout simplement, il y a eu les explosions avec notamment Ocarina of Time, voilà, qui a des énormes problèmes, mais étant donné que c'est le jeu qui a amené le lock caméra, Nintendo a amené beaucoup de très bons outils de GD sur leur jeu. C'est le principe du combat où on va cibler un ennemi et pouvoir tourner autour avec la caméra qui se fiche sur l'ennemi. Ça a été une révolution en fait au moment où il est sorti. Et passage à la 3D aussi. Je sais pas si j'ai mal entendu. Oui, effectivement, c'est le premier Zelda en 3D. Voilà. Au secours. Excusez-moi, parce que je viens de me rendre compte que je suis en train aussi en même temps de mettre comment ça s'appelle, le jeu pour qu'après on puisse parler. Ne t'en fais pas, on prendra un temps. Et le son m'a détruit les oreilles. Et Pardon. Bravo. Et tout simplement, l'idée là, ça va être que petit à petit, on va continuer sur cette lancée. C'est-à-dire un monde qui finalement n'est pas si libre d'explorer que ça. Un monde où justement on va avoir des je vais dire gate, hein, dans le LD c'est comme ça qu'on va dire, mais en gros c'est vraiment des portes. Tant qu'on n'a pas la clé, on peut pas l'ouvrir, et ça peut être une porte métaphorique, hein, donc dans le sens où le garde va nous dire ah non, tu ne passes pas car tu n'as pas le bon masque. Ah bon, je vais aller chercher un masque, ou tout simplement cet ennemi est beaucoup trop fort. Voilà.
il te faut un item pour le tuer. On salue Majora's Mask, évidemment. Et voilà, oui, dans les gates, sur les systèmes de gate et de progression d'ailleurs de donjons, on vous le mettra en complément, mais il y a évidemment la série Boss Keys de Mark Brown, vers laquelle on vous renvoie si vous n'êtes pas anglophobe, comme on le dit souvent et comme on mentionne souvent Mark Brown. Mais on le rappelle quand même, si vous voulez aller creuser sur la série Zelda et d'autres séries, il a pu le faire aussi sur Hollow Knight, qu'on avait traité dans le premier numéro de GD Knight, hein, qui sont tous dispo, pour rappel, hein, sur YouTube, ainsi que sur nos réseaux sociaux, mais tout ça c'est affiché sur l'interface ou dans le billet de l'émission. Ce qui nous amène donc après cette Juste logique à de vérifier pour Mark Brown, mais je pense que les plus récentes vidéos de Boss Keys ont été sous-titrées en français, donc même si vous êtes nul en anglais, vous pouvez avoir accès au moins à certaines d'entre elles. Et il me semble. précision Il y a très certainement la communauté qui a bossé dessus aussi, ouais. Précision qui a son importance. Merci, merci Germain. Et donc après cette logique de porte et de progression, ça nous amène à finalement une formule qui a fonctionné pendant très longtemps, avec notamment Twilight Princess, hein, qui est sorti sur GameCube et sur Wii. Et puis après Skyward Sword, qui est sorti sur Wii, mais il n'a pas été sorti sur Wii U, je crois, Skyward Sword. Pas à ma connaissance. Non. Mais Skyward Sword, il y a eu un essoufflement d'intérêt, en fait. L'intérêt pour la licence a commencé un petit peu à descendre. Avec Twilight Princess, ça avait commencé déjà. Bah, Twilight Princess, il y avait un parti pris très scénario, sombre, etc. Et je pense que c'est un petit peu quelque chose qui a perdu les joueurs, parce qu'il y avait beaucoup de licences, beaucoup de jeux de la licence qui sont partis dans des univers un petit peu différents, comme par exemple le Wind Waker, et puis leur suite spirituelle avec Phantom Hourglass et Spirit Tracks sur DS. Après, oui, voilà. Sinon, on va se retrouver effectivement à lister tous les Zelda, ce qui n'est pas forcément voilà, le but, c'est de se concentrer mais sur le but, c'est de comprendre, c'est que les jeux ont un schéma qui a commencé un petit peu à saouler globalement. Oui. En tout cas, vis-à-vis des ventes, Nintendo est un petit peu en stress, quoi, parce que il faut renouveler la licence. Et donc, forcément, il se base sur ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est le monde ouvert, c'est la sandbox. C'est, voilà, il y a énormément de gros jeux comme ça qui sortent. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé Breath of the Wild. Et très important, c'est que l'idée, c'est qu'ils ont pris vraiment des gens qui étaient sur les anciens Zelda. Donc, c'est pas une équipe qui sort de nulle part. On a en l'occurrence Aonuma effectivement à la direction, Hidemaru Fujibayashi à la réal qui était là de longue date comme tu le disais sur la série des Zelda, Satoru Tokigawa à la direction artistique et Takuhiro Dota qui n'a rien à voir avec le jeu du même nom à la direction technique. On a aussi Hajime Wakai pour la direction sonore, mais ça ce serait une émission en tant que telle. Peut-être qu'un jour on le fera avec une spécialiste qu'on salue qui est Fanny Rébillard aka Cactuceratops, qui est une grande spécialiste et qui a officiellement d'ailleurs annoncé la sortie de son bouquin chez Third Edition à venir sur les musiques de Zelda. Donc voilà, à suivre de très près. Third Edition, juste pour info, vraiment foncez les gens, et il y a vraiment beaucoup de bons bouquins à les regarder. Voilà, au hasard, un écrit sur Snatcher et Police Notes par votre serviteur, par exemple. Autopromo. Ouais, bon, tous les bouquins sont pas forcément et voilà, donc on arrive sur un jeu qui se veut novateur, qui va porter un nouveau souffle sauvage sur la génération à venir, et notamment un jeu qui va faire vendre la Switch. Ça c'est aussi un argument important. Le truc, c'est que ce jeu, donc c'est Breath of the Wild, et on va pouvoir vraiment le décortiquer ensemble, parce que il a beaucoup de bons points, mais il a aussi beaucoup de, mon avis, mon analyse, beaucoup de mauvais points, et il y a eu une espèce d'explosion de notes absolument folle. Il y a eu du 20 sur 20, du 10 sur 10, du 8 sur 8, du 5 sur 5, du 1 sur 1, voilà, bref, vraiment il s'est pris des notes maximales. Très souvent, et les pires notes, ça tournait autour du 18-19. Donc, est-ce que c'est mérité ? Parce qu'il y a certes très bonnes choses dedans, mais il y a aussi des choses qui, à mon sens, peuvent être largement améliorées, et qui surtout perturbent quand on lit le titre Zelda. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai parlé du premier Zelda, qui est vraiment basé sur l'exploration. Il faut savoir, Miyamoto, donc comme je le disais,
Lui, ça vient du fait qu'il aimait les balades en forêt, tout simplement, et il voulait cette expérience de je me balade. Ça fait Et un je découvre peu, des trucs. ça fait un peu annonce pour rencontre. J'aime les balades en Voilà. forêt, j'aime. J'aime les balades en forêt et Mais j'aime taper sur des slimes avec une épée. Au- Et mais au-delà des kinks tu fais bien de le dire, de Miyamoto, il y a vraiment cette réalité de mettre en avant que le jeu a des écueils du côté du game design, parce que c'est un peu l'intitulé de notre émission, hein, et puis aussi du côté des attentes, des promesses de l'univers Zeldo en tant que tel, parce qu'on aime bien dire Zeldo, c'est un peu le Zelda du Nord pour nous. Et voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer vraiment de découper, de ramener dans les grandes lignes, qu'on va pas trop annoncer, puisque ça va être progressif. On vous décrira évidemment pour la version podcast progressivement pour que ce soit le plus vivant possible. Et s'il y avait peut-être d'autres précisions, ou peut-être laisser quelques instants la parole à Germain avant de lancer l'analyse en tant que telle, pour savoir comment tu te positionnais par rapport à tout ça. Juste avant que Germain prenne la parole, moi ce que je peux proposer, c'est au moment où Germain t'aura fini de discuter de ça, je mets mon stream, évidemment, comme ça on peut montrer le jeu. Ça sera fluide. Et je vais très rapidement montrer le Zelda 1, je suis dessus. Ça va durer 1 minute, c'est vraiment juste pour montrer et que les gens l'aient en tête en fait. Parce que Zelda 1, je pense que pas beaucoup de gens y ont joué. ça va faire mal, un tout petit peu, mais pas longtemps. Ouais, non, ça va. Très bien. Du coup, Germain, peut-être toi, ton rapport avant même qu'on commence comme ça l'identité. Est-ce que tu as fait beaucoup de Zelda, une grosse partie voilà. Moi, je les ai tous faits. Bon, bah, certains avec pas mal d'années de retard, évidemment, puisque Oui, les ça, premiers c'est- étant en 86, j'étais pas né, spoiler. Mais j'ai fini par tous les faire. D'abord, enfin, c'est un de mes points, moi, de Discord avec l'équipe qui a fait Breath of the Wild, et c'est aussi un point que je vais aborder là, et que je vais faire une proposition avec ça, c'est sur le concept d'open world. Mhm. En fait, ou même monde ouvert, je trouve que les mots sont très mal choisis. N'est-ce pas? Du coup, je propose que dans cette émission, on parle pas d'open world, mais on divise les choses d'un côté, les espaces ouverts, qui sont très littéralement des espaces grands et spacieux, voilà, qui est ce qu'on pense d'abord en tant que visuel pour les open world, mais qui n'est pas nécessairement associé à un open world. Et d'un autre côté, je dirais presque plus un monde seamless, dans le sens de sans couture visible. Parce que c'est au final, c'est ça le véritable sens d'open world, même si c'est pas ce qu'on entend. Et il y a clairement, pour l'équipe de Breath of the Wild, une mécompréhension de ce qui est censé être un open world, et ça se voit notamment avec un problème sur le gigantisme et sur le fait de faire des maps immenses, qui n'est pas propre à Breath of the Wild. Ça, c'est un truc que Grégory en parlait en disant que Nintendo avait beaucoup innové, et c'est vrai. Et pour moi, un des aspects qui fait que Breath of the Wild a un accueil aussi complexe, surprenant, c'est que pour la première fois, Nintendo a plus fait du best-of de choses qui existaient déjà que une nouvelle fois de proposer quelque chose. Et là, du coup, ça reprend le problème qu'il y a sur Witcher, ça reprend le problème qu'il y a sur les Assassin's Creed d'Ubisoft, et ça les amplifie parce que c'est Nintendo, parce que c'est Zelda, et qu'on ne fait pas dans la demi-mesure. Mais du coup, ça amplifie la mécompréhension, et ça fait un monde beaucoup trop grand pour rien. Oui, par moment en tout cas, pour rien, ouais. Ils se sont basés sur Kyoto pour leur distance. Je confirme, ils ont fait une transposition, effectivement, j'allais y venir, mais c'est parfait, tu as anticipé. Est-ce qu'au niveau du lancement du jeu, c'est bon pour toi, Greg? Moi, c'est bon, j'ai juste à faire Go Live. Ok. Hop, maintenant tu peux cliquer, c'est et parfait. Normalement, on va pouvoir voir. Magie. Voilà, normalement, vous avez tout ça qui va bien, c'est parfait. Eh bien, donc on est sur le premier Zelda, effectivement, avec du full bar, évidemment, parce qu'on est des PGM. Et là, c'est le fameux lieu dont parlait Greg, avec le patriarche, le vieil homme qui normalement vous rencontrez, qui vous donne l'épée. Voilà. Donc là, en fait, c'est une partie qui est un peu avancée, mais en gros, je sais même pas comment est-ce que je lance la map. Tu vois, déjà pour te dire, c'est pas ça. Ça doit être select. Sachant que tu es sur une version émulée sur Nintendo Switch. Sur la Switch. Voilà. Mais voilà, regardez, c'est des petites zones comme ça, tranquilles, bam bam, on défonce les méchants, on a les rubis. Beaucoup de logique un petit peu, alors j'allais dire hit and run, c'est pas vraiment ça, mais de cover and attack un petit peu. On n'est pas sur un Gears of War, mais en gros vous avez, là on a une zone avec une pléiade de rangées de buissons, derrière lesquels vous pouvez vous couvrir des attaques à distance de certains ennemis. Donc on est majoritairement sur ces
sur ces logiques-là en termes de progression. Et l'idée est que il y a je dirais peut-être une dynamique entre les espaces à l'extérieur, puisque je parlais de donjons tout à l'heure, c'est quand même un truc très emblématique qu'on retrouve avec les temples dont on vous parlera dans Breath of the Wild, et les donjons aussi, parce qu'il y a 2 catégories dans Breath of the Wild, qui est de jouer effectivement sur à l'époque, ce qui s'apparentait comme de grands espaces, pour pas utiliser à tort et à travers, comme le disait Germain, le terme open world, et les mêmes espaces plus étriqués dans les donjons. C'est-à-dire qu'ils viennent rajouter une dimension un petit peu plus d'oppression, qui va vous demander plus de talent, de doigté, parce qu'il faudra réagir plus vite, de manière plus optimisée, avec une plus grosse variété d'ennemis. Voilà. Voilà, mais ça, en gros, c'est vraiment le premier Zelda, c'est ça, je vais aller dans un intérieur, là, donc peut-être que ça va être vers les Mongorons, là, vu les types d'ennemis. Ouais. Et donc... Oh, un marchand, du coup, bon, super intérieur, du bon. mais voilà, ça, c'était le premier Zelda. Ça, c'était vraiment... Il faut que les gens l'aient un peu en tête, parce que du coup, c'est vrai qu'on va... Il y a pas mal de similitudes, quand même, avec Breath of the Wild. Allez, donc, c'est parti. Donc, je vais lancer le tutoriel. Tant qu'à faire. L'idée, c'est qu'on découvre ensemble un petit peu le tuto, et puis après, je lancerai ma partie. Ce qui est intéressant... je n'ai pas envie d'écraser, là, donc je vais devoir ouvrir avec un autre. Un autre compte, ouais, joue la sécurité. Mais on nous disait aussi dans le chat que ce qui avait été déclencheur, ou en tout cas qui a emmené, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment découvert, c'est assez intéressant d'ailleurs, si vous pouvez nous donner vos feedbacks, Zelda avec ce Breath of the Wild, donc son positionnement fait qu'il est suffisamment lointain pour que ce soit le premier Zelda de jeune génération, on va dire, et que c'était, on va dire, l'appel, on a changé le monde ouvert qui a attiré certains des membres du chat, voilà, simplement pour un petit peu partager des feedbacks, même si c'est pas un panel, voilà, tout droit vers la lumière. On peut pas skipper tout ça ? C'est un jeu Nintendo, hein. Oui, non, mais je sais pas, je sais qu'on n'est pas très loin après Noël, mais je me dis, on sait jamais. Non, ouvre les yeux, Link. Alors... Ah, tu parles à moi ou... Ah non, Link. Il y a un truc par rapport au scénar. Donc le scénar, hein, vraiment, c'est quoi ? C'est, oulala, c'est 100 ans après la Grande Guerre, Ganon a défoncé Hyrule. C'est ça. Donc Ganon qui est la calamité, le gros démon qui défonce Hyrule environ tous les demi-siècles. Et du coup, l'idée, c'est que Link se réveille. Voilà, après un long sommeil. Ouais. Et on lui dit clairement, va buter le boss. On lui dit quand même, réveille-toi d'abord. La proposition intéressante de Breath of the Wild par rapport à d'autres mondes ouverts, c'est que c'est qu'en fait, c'est vraiment un jeu où clairement, une fois qu'on t'a donné cette mission, elle est faisable. Elle est faisable. Il n'y a pas de quête scénario principale à faire pour pouvoir débloquer l'histoire. Ah, vous remarquez quand même qu'il y a quand même 2 camps bien marqués du côté des héros, hein. On a quand même les héros en général à armes à feu qui sont plutôt slip, et les héros, on va dire, époque médiévale, amour courtois, qui sont plutôt caleçons. Je repense notamment à Arthur dans Ghosts and Goblins, mais c'était un détail essentiel sur lequel Grégory ne m'en voudra pas du tout de l'avoir interrompu avant de continuer son analyse. Pardon de ce caleçon. Non, Il est bleu, voilà. Donc voilà, ça nous permet de laisser le temps à Link de se réveiller, parce que effectivement, comme tu le rappelais, joyeusement, on est chez Nintendo, donc faut pas déconner, hein, il n'y a pas de skip, enfin très peu. Là, très important, faut le savoir, le saut est sur la touche du haut quand même. Ouais. Pardon, oui. Alors, bon, ça c'est un truc basique de Zelda, c'est vraiment, il y a une porte, elle est fermée, pour l'ouvrir, on est obligé de passer par la chose qui va nous servir. Voilà, là en l'occurrence c'est un panel de contrôle qui sera un peu un motif précis, une symbole qu'on retrouvera beaucoup. Avant, les gens qui ont subi des traumatismes, hein, il y a d'ailleurs eu des cellules de crise, avaient vécu l'époque des fées. Voilà. Watch out. Mais ça c'est un truc qui est assez propre à Nintendo, enfin c'est pas propre, mais en tout cas ils excellent là-dedans, c'est de se concentrer sur quelques verbes, des verbes de design, des verbes de mécanique, qui vont te servir tout le long, et du coup ils te les apprennent très tôt, et tu vas t'en servir que de ça. Qui, même si tu fais plein de choses, limite le nombre de choses que tu as
que tu as à apprendre, que tu as à retenir, notamment ce qui rend les jeux assez accessibles à des néophytes. Ça se voit notamment quand on regarde les commandes. Voilà. Il n'y a pas écrit faire ci, combo, machin, truc, comme on a sur beaucoup de RPG. Non, c'est vraiment action, sauter, manger. Bon, après, il y aura quelques petites touches en plus. Mais qui vont popper après. Oui. C'est-à-dire que maintenant, même quand tu regardes les trucs, ils vont pas direct te bombarder avec tout ce que tu vas avoir après. Même s'il y aura pas grand-chose, Voilà. ils te les montrent pas maintenant. Bah c'est illustré par l'exemple, tandis que tu es un être décent et que tu as acquis un pantalon. Donc on a un pantalon et une chemise, hein, quand même, on se respecte. Et surtout, le premier élément qu'on a récupéré, c'est une tablette Sheikah, qui est une référence effectivement à une peuplade qu'on a connue à partir, sauf erreur, d'Ocarina of Time, avec le personnage de Sheik, hein, justement, qui n'en faisait pas à blanc. et en l'occurrence, c'est aussi un renvoi d'un point de vue Captain Obvious ergonomique à la première console sur laquelle le jeu est sorti. Donc ça a été un jeu qui a été clairement dans l'esprit Nintendo annoncé sur Wii U, mais clairement pensé pour être un système seller de Switch, et qui toutes les deux ont de manière plus ou moins heureuse la proposition d'avoir une interface sur ce qu'on appelle ce qu'on appelait un gamepad sur la Wii U, qui était un tout en un qui est devenu un tout en un sur la Switch. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas du tout vécu cette période, hein, la Wii U avait cette dimension, n'était pas sur un socle nomade, parce qu'il fallait une prise, effectivement, secteur. Donc on n'avait pas cette dimension embarquée que pouvait proposer la Switch, qui, elle, on vous le rappelle, à moins que vous ayez vécu dans une cave, propose un système de jeu nomade et à domicile. Voilà. Donc... Petite info, donc le petit cercle là de Genshin Impact, donc c'est la jauge d'endurance. D'accord. Zelda Breath of the Wild, il a copié sur Genshin, quoi, c'est fou. C'est incroyable. Et il a copié aussi sur Phoenix. Sur plein de jeux. Ouais. Et bon, ça c'est un schéma très classique, hein. Vous êtes dans une grotte, vous sortez, waouh, regardez, le monde est grand. Donc ça, voilà, c'est vraiment la promesse du jeu arrive ici. C'est vous allez vous balader, regardez tout ça là, vous pouvez y aller. Voilà, notamment cette montagne là-bas là, qui donne envie, ce château et cet arbre à gauche là qui est magnifique. Lequel? Non, ce que tu appelles tout ça, c'est une montée de colline, hein, avec voilà, et on a directement le logo, l'appel à l'aventure, avec une vision panoramique assez plus que conséquente, hein, d'ailleurs, on fait un quasi 3.6 avec la caméra, quoi. Voilà, je crois même qu'on va y arriver, un 360. Voilà, et quand même, hein, caméra intelligente qui te pointe deux éléments au loin si tu as à peu près des bons yeux. Un type avec une espèce de hoopland, un hood, et ce qui s'apparente à une église. Ce qu'on n'a pas précisé, donc tu blaguais sur la jauge Genshin Impact, donc c'est une jauge dite d'endurance, et on va voir qu'elle est utile à la fois pour la course et un autre élément, et pour l'escalade. On va le voir avec notamment on va lui... cette magnifique bâtisse là qui naît sans rappeler, pour les connaisseurs de Zelda, le temple du temps. Là déjà on a vu plein de choses ultra intéressantes. C'est que tout le tutoriel, tous les éléments d'info sont pas forcés. On laisse le joueur faire ses trucs, et il s'avère que parce que y a des trucs qui traînent, parce qu'il y a des boutons qui apparaissent, à un moment donné tu vas être amené à avoir tous les éléments de tutoriel, comme ramasser de boutons, comme équiper, comme escalader, ou c'était affiché simplement en approchant près du truc. Voilà. Ce qui fait il y a pas de truc forcé, t'as pas ces espèces de volets avec du texte qui apparaissent quand tu veux courir et que t'as rien demandé. Ouais. Qui sont très chiants. Là-dessus, c'est très seamless, c'est très sans couture. Et ce qui permet que tu découvres en fait à ton rythme. Tandis que Greg a tenté d'assassiner le vieil homme en faisant rouler une pierre en contrebas. Pas du tout. C'était pour montrer qu'en fait, il se base beaucoup sur la physique et sur l'émergence de situations. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on fait des trucs et parfois le hasard de la physique fait qu'il va y avoir des trucs intéressants qui peuvent se passer, ou des choses justement moins intéressantes. Au revoir. Attends, où est-ce que tu cours comme ça? Je suis le tuto, voyons. Que viens-tu chercher? Où sommes-nous? D'accord. Ah là là. Voilà. Je vais le passer pour histoire qu'on passe pas non plus 3 heures dessus.
Ce petit monsieur là, donc du coup, nous dit en gros, Va là-bas. va là-bas et je te dirai un truc quand tu auras réussi à grimper lol. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, bien sûr, on va trouver notre première arme. Une vraie arme, hein, plutôt que mon Ce sera, bâton. ce sera mieux, ouais. Mais en tout cas, Ouais, donc là, on va arriver sur les menus. Donc, on peut changer de. Ça, c'est pour autre chose. On peut changer d'arme. Voilà, donc c'est une touche du pad directionnel maintenu, donc droite en l'occurrence, et ensuite stick droit. Donc, voilà, et là, je vais prendre donc ma hache de bûcheron. Et avec ma hache de bûcheron, je vais aller taper le premier ennemi. Il devrait se trouver par là. Tandis qu'il y a des salutations, hein, j'en profite pour aussi inciter les gens qui nous écoutent en podcast à venir sur les lives. Hein, donc des fois, on expliquera un petit peu ce qui se passe dans le chat. Des salutations en mode ninja, hein, littéralement. Ce qui vous renvoie d'ailleurs à notre émission précédente sur les gameplay ninja. Qui est, c'est beau, voilà, c'est beau. Tout à fait. Donc, et nous saluons donc ceux qui arrivent. Hein, installez-vous. N'hésitez pas à participer. Vous connaissiez le Zelda ou pas, hein, d'ailleurs. Pour les autres, participerez en différé ou viendrez en live la prochaine fois. Donc là, tu es en train d'être attaqué par un homme ours-porc. Enfin, non, un homme-porc, on va dire. Un homme-porc qui, d'ailleurs, et ça, c'est un point de détail que j'ai rarement vu évoqué quand les gens parlaient de Breath of the Wild, mais qui est une très bonne chose. Premier ennemi que tu rencontres se balade avec comme arme un des premiers trucs que tu ramasses, histoire de te dire, si t'avais pas compris, que oui, tu peux t'en servir comme arme. C'est ça. Et oui. Et donc là, en gros, c'est ce que je disais, hein, la caméra est très très bien gérée, donc ça, c'est vraiment la marque de ce qu'a créé Zelda Ocarina of Time. Ouais. Tant que je cible l'ennemi, voilà, la caméra se bloque sur l'ennemi. Bon, maintenant, je vais le taper. Hein. Et oui, Dark Souls n'a rien inventé, les amis. Oh, c'est fou. Donc là, attaque chargée, donc toujours cette barre d'endurance, voilà. Et là, voilà, j'ai pas fait exprès, clin d'œil, j'ai coupé un arbre. Link, tu as coupé un arbre, arrête. On se croirait à l'E3. Wow, amazing. Amazing, wow. That wasn't on purpose. Voilà, donc là j'ai la map, et la map est non découverte, parce qu'on va découvrir comment... Oui. Et surtout beaucoup trop grande, là c'est difficile de pas se rendre compte. Ouais, là c'est là pour... Mais en fait, quoique là pour le moment... Là, ça se voit quand même. Hein. Rien que là, tu as quand même déjà accès à une grande étendue où tu as croisé 2 pecnos. Alors, c'est le début, mais c'est quand même un assez bon indice que c'est trop grand et donc trop vite parce que peupler un monde aussi grand, c'est compliqué niveau ressources. Ouais. Tu t'en rends pas forcément compte, je pense, parce que voilà, tu sais pas trop. Mais c'est vrai que dès que tu commences un petit peu à zoomer, tu dis ça, c'est le sanctuaire d'où je viens, j'ai fait ça. Voilà. J'ai un petit ordre d'idée, ouais. Ça, c'est la map, voilà. C'est vrai qu'il faut quand même un petit peu, je pense, regarder quand même la map pour s'en rendre compte. Alors, c'est très intéressant, là, dans ce que vous pointez tous les deux, parce qu'on a vraiment un rapport d'expérience. C'est pas pour rien que Greg vous expliquait que l'équipe de Nintendo, c'est pas que pour le trivia, avait effectivement, s'était inspiré majoritairement de la carte de la zone de Kyoto. Ils ont aussi transvasé, en fait, cette carte de leur déplacement à Kyoto pour arriver à avoir des déplacements, des échelles de déplacement qui puissent être vraisemblable, on va dire, ou en tout cas dont la durée de trajet soit, on va dire, peut-être supportable pour une partie, une expérience de jeu peut-être plus ou moins courte. Et il y a vraiment 2 manières d'expérimenter l'expérience de jeu, on y reviendra, ce sera dans les mauvais et les bons points. On a un peu vu les mauvais points dans cette dimension peut-être de grandeur un petit peu trop costaude, et d'un autre côté aussi très intéressant si on a envie de vivre un côté cartographe, quoi, parce qu'on a vraiment un rapport, comme le disait Germain tout à l'heure, d'échelle, de gigantisme, où on est son propre guide du routard, c'est-à-dire on est vraiment en train de constituer la carte, même si on reviendra à des codes beaucoup plus partagés comme ce qu'on appelle les points de contrôle, on verra ça un peu plus tard. Donc là, tu es encore en train de tataner de l'homme-porc. Je veux juste rebondir sur la cartographie. Oui. Ça, c'est vrai que c'est un point qui a été souvent relevé, c'est que le jeu te donne pas 40 milliards d'objectifs et te dit, te laisse faire toi-même tes points d'intérêt ou les points que tu veux aller regarder. Mais ce truc-là, qui est une très bonne idée et pour le coup est une innovation. Bon, je sais pas si quelques jeux indés obscurs l'avaient pas fait avant, mais c'est bien que ce soit ramené en tout cas sur le
pour le grand public avec un jeu comme Zelda, Mhm. mais ça aurait pu très bien être exécuté avec une carte beaucoup plus petite en fait. Oui. C'est vrai que c'est une bonne chose, mais c'est pas une excuse pour avoir fait une carte aussi grande, de la même manière que la réutilisation de tours Ubisoft, parce que fondamentalement c'est ce que c'est, que tu débloques et où tu peux te TP, Mm. enfin, c'est employé parfois comme justification de le monde est grand, ouais, mais on peut le faire très grand, on a ces tours-là. Alors, or, c'est l'inverse. C'est parce que le monde est trop grand qu'on est obligé d'avoir ces tours-là. C'est ça. Et C'est ça. c'est qu'il faudrait réduire la taille du monde. Et en plus, il y a un truc, je veux dire, c'est ce que j'ai dit vite fait tout à l'heure en parlant des ressources, mais c'est que quand tu fais un monde aussi large, c'est pas juste ta bonne foi ou tes bonnes idées de design qui vont le peupler, c'est aussi que ça doit tourner sur une machine et on veut éviter que ça fasse une Cyberpunk où tu l'achètes sur des Xbox 360 Oh. customisées à Cyberpunk mais qui peuvent pas lancer le jeu. Bah, c'est aussi ça demande des ressources, tu dois gérer les ressources et quand ça doit tourner sur une console comme la Switch, qui même si est loin d'être dégueulasse, c'est pas un PC de compète, forcément, tu sais d'emblée que tu ne pourras pas peupler ce monde-là. Mm. Même sur la Wii U, tu ne pouvais pas. Donc là, il y a aussi un problème, ne serait-ce que dans l'intention, c'est que de base, ils savaient qu'ils pourraient pas le peupler. Alors pourquoi est-ce qu'ils se sont dit que c'est une bonne idée de le faire aussi grand? Mystère. Alors, il y a. Surtout que c'est qu'on va dire, mais regardez les textures du coup. En fait, c'est tellement grand Ouais. que c'est bête, hein, mais le jeu, quand vous le regardez de loin, c'est magnifique. Ouais. Vraiment. Moi, je trouve l'ADA du jeu est vraiment cool. Et puis On après, est d'accord. vous allez regarder en close-up et c'est pas beau. En zoom, fait. ouais. Et c'est d'autant plus problématique ce que tu pointes que on se retrouve effectivement à être amené, pour pas dire forcé, il y a des passages qui sont obligatoires, à escalader. Et donc en gros c'est comme si on te dit non mais on a mis un cache-misère et que la seconde d'après on te fait tiens, on te le met pile poil sous le nez et t'es obligé de voir que effectivement les certaines textures sont malheureusement vraiment cracra dans ces moments-là. Juste avant de te redonner la parole, Greg, il y a un truc très important qui a popé dans le chat, c'est une question qui demande est-ce que vous pensez que c'est le même problème qu'on peut avoir sur Xenoblade? Alors c'est très intéressant comme remarque parce qu'il faut savoir que l'équipe de Nintendo qui est la plus grande historiquement, qui a bossé sur le jeu, 300 personnes environ. Exactement, était accompagné, épaulé dans le dev et dans les itérations, les playtests, c'est ça, par l'équipe de Monolith qui est derrière effectivement un jeu plutôt à grands espaces et clairement à gigantisme, qui est la série des Xenoblade en l'occurrence. Donc et ils sont venus pour aider sur la map. et c'est ça qui est ironique, qui est très pertinent par rapport à la remarque du chat, mais qui est ironique par rapport à ce que disait Germain un petit peu plus tôt, de pas avoir pensé un peu plus intelligemment, comme dans Xenoblade que j'ai pas suffisamment expérimenté, c'est autrement mieux fait, je trouve, même si Xenoblade pêche plus par l'accumulation de quêtes annexes, voilà, ça c'est encore un autre problème. Et Xenoblade, il me semble, n'est pas ce qu'on appelle entre guillemets un open world, n'est pas sans Non. couture, il y a des chargements. Donc eux, ils peuvent se permettre de faire cette gestion-là, puisque de toute façon, ils n'ont pas à tout avoir à charger en même temps. C'est ça. J'aime bien l'expression de sans couture. Moi j'aurais dit sans accroc, mais c'est vrai que sans couture c'est tout de suite plus parlant. Oui, parce que c'est ça en fait, vraiment, c'est la couture, la limite, le fait qu'on voit qu'on est en train de raccrocher les trucs. C'est ça, parce que sans accroc, tout le monde n'a pas forcément le terme justement en couture. Mais techniquement, excuse-moi, tu allais dire. Techniquement, il faut le savoir aussi, comment est-ce que ça fonctionne un jeu comme ça. Les choses se chargent à mesure qu'on avance. Ouais. Et en fait, par exemple, les choses qu'on ne voit pas qui sont derrière une montagne, par exemple, elles sont potentiellement pas là. C'est au moment où on va commencer à se rapprocher du moment où on va pouvoir les voir que les choses vont se charger. Donc là, par exemple, là où je suis, clairement, il n'y a aucun ennemi sur le château d'Hyrule. Le château d'Hyrule est vide. Voire même, il y a plein de détails, des pylônes, des machins qui sont peut-être pas encore là. Mais à mesure que je vais me rapprocher, ces choses vont se charger. Si tu tournes la caméra, on peut voir la gueule qu'il a, mais je suis même pas sûr qu'il soit en 3D actuellement. Oui, et puis voilà, il y a effectivement l'utilisation de 2D, de panorama pour faire les fonds. Choses qui sont parfois très mal gérées.
Ouais, là c'est quasi sûr qu'il est en 2D là. Alors on va peut-être quand même planter le décor, parce que pour ceux qui n'ont pas l'image ou alors qui ne regarderaient pas le replay, qui serait en pur podcast, il faut savoir donc qu'il y a une tour qui a poussé littéralement tel un champignon géant du sol, et qui est une espèce de, on va dire, de tour un peu de vigie, tour de contrôle, comme on l'appelle, comme ça a été beaucoup démocratisé par la série des Assassin's Creed, mais on n'est pas du tout dans le même rapport effectivement de repérage hein, que les synchronisations de Assassin's Creed, on y reviendra après. Et là, donc, sous nos yeux ébahis, une espèce d'énorme entité démoniaque et sombre au loin qu'on est en train de nous expliquer. Faut pas tarder à bolosser, quoi. Mais on va effectivement nous expliquer quoi, comment ou qu'est-ce. Enfin, de manière très vague, mais on va nous l'expliquer quand même. Voilà. Et je suis en train de me dire que du coup c'est vrai qu'on n'a pas encore le glider. Et oui, tout à fait. Et du coup je vais m'amuser à descendre. Donc là, Voilà. en fait ça c'est pas bête d'un point de vue design. Il me montre que c'est pénible de descendre une grande hauteur, et c'est après qu'ils vont me donner l'outil pour pouvoir descendre sans que ce soit pénible. Ah, ce serait bien quand même s'il y avait un item qui me permettait d'aller plus vite. Je sais pas, une téléportation ou c'est rigolo. Non, je parle vraiment le deltaplane. Un deltaplane par exemple. Ah bah tiens, on a quelqu'un qui vient d'arriver en deltaplane. Hein. Incroyable. Non, vraiment le tuto, je le trouve vraiment cool et bien ficelé. Et bon, par contre, ouais. C'est après que ça part en couille. Attends, inutile de me le cacher. Ça... Tu veux mon parachute? C'est pas un parachute deltaplane. Oh là là, une lanterne sur un bâton, c'est fou. Non, je suis. J'ai vu que tu m'as regardé avec les yeux du désir, et ça n'a rien à voir avec la gérontophilie. Ah, c'est même la nécrophilie là. Non. Non, quand même. Ah, quoique, il a pas tort. Oui, c'est vrai que c'est un. Il a pas tort. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? Oui, j'ai pas le temps. Allez. Voilà. Alors, c'est rigolo la petite interprétation que vous fait Greg, parce qu'il y a quand même cette dimension très... même si pour des gens qui ont l'habitude des jeux de plateau, jeux de rôle en tout genre beaucoup plus arides, il y a un côté très RP en fait dans ce Zelda. On y reviendra après dans la gestion de ressources, parce que ça s'agite beaucoup dans le chat autour des armures. On vous parlera nous d'un truc qu'on aime beaucoup avec Greg, c'est les armes. Et puis aussi de la cuisine, évidemment, qui est un truc emblématique de la série des Zelda. Mais on va y venir petit à petit, hein, vous en faites pas, évidemment. Des Zelda. Donc, oui, on peut nager. Voilà, c'est bon de le dire aussi, ça. Et on a une chose aussi importante, puisque là je vois le HUD, je l'avais oublié parce que je joue sans. On peut tout à fait jouer sans l'affichage tête haute. Et sur la minimap, tu peux enlever tout ce qui est en bas à droite, mais tu peux pas enlever les cœurs, je crois. C'est vrai, oui. Bah, pour la simple et bonne raison que pour tout le reste, en fait, t'as des signaux, t'as des signes sur Link ou dans le monde qui t'indiquent l'évolution du monde, de la température et tout. Et t'as même pour les bruits, enfin tu les entends, ou le bruit que tu fais, tu vois la réaction des ennemis. Donc en fait, tu peux tout à fait jouer au jeu, sans avoir tous ces petits éléments d'interface autour de la minimap. Même si c'est vrai qu'il t'apporte beaucoup plus de précision et de capacité de prédiction, notamment l'espèce d'horloge météorologique que tu as sur la dernière ligne, te dit avec l'heure qu'il est, à peu près quel temps il fait. Il suffit de regarder le soleil. Voilà, et en fait, pour moi, c'est assez intéressant qu'ils aient mis ça dans l'idée de. On te donne plein de détails pour faire des prédictions, pour mettre les bonnes tenues ou prendre les bonnes potions et tout, parce qu'on a ça dans le jeu, mais il n'y a pas forcément un vrai intérêt en fait. Il y a le côté de. Voilà. C'est fancy, c'est chic, c'est ce qui marche en ce moment. Mais en vrai, l'intérêt d'avoir le truc aussi poussé, il est pas fameux. Non. Et surtout que ne serait-ce que le cycle jour-nuit ou le cycle du climat qui a un impact sur l'environnement, sur les monstres, sur ta capacité à appréhender l'environnement. Mais en vrai, c'est assez bien fait pour que tu regardes le ciel, tu l'aies. Alors mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées d'un coup tandis que tu parlais. Je vais expliquer. Donc vas-y, je t'en prie, Greg. Je suis arrivé dans un donjon. Donc là, l'idée, c'est que j'ai enlevé, moi, mon HUD, comme disait Germain, histoire de montrer, voilà, effectivement. Donc c'est bien comme on a pu l'expliquer. Et je suis rentré donc dans le premier donjon qui va m'expliquer des petites choses. Et là, notamment, j'ai donc un gros grillage. Si je regarde par le grillage, je vois
cube en métal, un escalier, et l'escalier, ça a l'air d'emmener par en dessous de là où je suis. Et au milieu de la map, j'ai 2 plaques en métal, et ces 2 plaques en métal, bon bah voilà, elles sont là. Elles sont massives. Je suis bloqué. Voilà. Donc là, on est clairement sur le schéma Zelda. Il est là. Je suis sur une situation, je suis bloqué, mais qu'est-ce que je dois faire, dis donc? Heureusement, il y a un truc qui clignote orange. Ouais. Il y a un truc qui clignote. Qui est le même truc qui t'a permis d'accéder dans le dit donjon, hein, qui est une espèce Ouais. voilà, Bah, de toute façon, symbole. c'est la même patte Voilà. architecturale pour tous les donjons. Voilà. Il y a 120 donjons, sans compter les gros donjons, on va dire, du scénario. Donc ça fait 124. Ils ont tous la même DA. Tous. 125 si tu comptes le DLC. Et 125 si on compte le DLC. Mais le dernier donjon, pour le coup, j'ai trouvé plus intéressant que tout le reste. Donc c'est encore à part. Mais bon, c'est DLC, j'ai envie de prendre en compte le jeu sans DLC, tel qu'il a été proposé au départ. Donc là, voilà, je débloque un pouvoir, donc le Polaris, qui est un pouvoir qui va me permettre de manipuler le métal. Et donc je m'en rends compte parce que voilà, j'ai une espèce d'affichage contextuel, rouge-rose, voilà, contextuel au moment où je lance mon pouvoir. Et en fait, surtout, je vois en rose bien vif les objets qui sont avec lesquels on peut interagir. Avec lesquels on peut interagir. Et donc, c'est très important, la visée est gérable à la manette directement via le gyroscope. Oui. C'est l'un des seuls jeux qui le fait, j'ai envie de le préciser. C'est vraiment super pratique, notamment quand on vise avec l'arc. Sauf les boules. Lol. Mais ça, on va en parler peut-être. On va en parler. Voilà, et donc là, voilà, par exemple, je vais pouvoir jouer avec, le faire bouger, etc., le lâcher quand je veux. Ouais. Et la physique va faire le travail et notamment me donner accès à beaucoup de fun. Alors, deux éléments justement par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on a parlé d'un nombre conséquent de donjons. Peut-être première limite, c'est qu'ils sont quand même assez identiques en termes justement de visuellement. Deuxième chose sur ce que tu as dit sur la vision contextuelle, c'est pour ceux qui n'ont pas l'image, pensez pour un exemple assez récent à la vision détective que vous avez dans la série des Batman, par exemple, Batman Arkham, etc. Donc vous avez un truc vraiment contextuellement qui remet clairement en évidence que vous allez pouvoir manipuler certains types d'objets en fonction du pouvoir de votre tablette que vous avez débloqué. Et dernier truc, c'est moi je trouve que dans la manipulation des objets, comme tu es en train encore de le faire avec ce cube, et c'était encore plus impressionnant avec les dalles de tout à l'heure, c'est qu'il y a un côté très très jouet en fait, c'est-à-dire on est vraiment comme un gosse, et je trouve que c'est un truc qui est dans la continuité, dans la cohérence globale de ce qui a été proposé avec un Mario Odyssey. Voilà, je dis ça parce que j'ai beaucoup parlé de ce jeu-là, j'aime beaucoup. On en avait aussi fait un petit teasing avec Greg du fait qu'on avait parlé ensemble que c'est un jeu qu'on aime d'amour. Et en l'occurrence, voilà, je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant dans la réussite globale, l'utilisation des objets, de la physique avec laquelle on peut jouer. Ça, c'est assez chouette. Et même, j'appuierais sur le fait que là, voilà, j'ai vu pas mal d'applications de comment utiliser mon jouet, du coup, le truc de Polaris. Ouais. Et c'est fini. Voilà, donc j'arrive à la fin. Cette fin, retenez-la bien, vous allez la voir 120 fois. Oui, mais en fait, c'est un des trucs que je ne comprends pas personnellement avec ces espèces ces systèmes de sanctuaires qui sont des espèces de donjons. C'est que oui, en fait, ils sont identiques visuellement et en termes de gameplay parce que c'est plus comme s'il y avait 7 ou 8 donjons classiques, on va dire, qui ont été découpés en plein de mini-morceaux. Et en fait, pour beaucoup, les shrines, on peut retrouver un peu un exemple de salles de puzzle qu'on a qu'on avait dans des donjons dans les Zelda antérieurs. Et du coup, il y a une idée de on va décomposer le truc, on va faire plein de petits donjons, qui en soi est une idée qui est pas mauvaise, hein, foncièrement l'idée en soi était correcte, mais ça a été vraiment fait, on prend une pièce de chaque donjon et tout, et pour bien faire comprendre que c'est le même truc, on fait tout pareil. Mais du coup, t'as plein de donjons à la suite. C'est très inégal. Vu que tu les fais dans l'ordre que tu veux, c'est pas vraiment à la suite. Mais oui, déjà, c'est inégal. Et surtout, tu as des itérations du même principe, comme si tu étais dans une salle d'un donjon
et que tu t'avais un peu maîtrisé ce principe ou ces règles, et 4 salles plus tard, tu mettais ton apprentissage en pratique pour passer encore à un niveau supérieur. Sauf que là, c'est fait du coup de manière complètement décousue, c'est éparpillé, et ça donne juste un sentiment un peu redondant, puisque tu n'as pas cette suite donjons, cette suite de pièces où tu as découvert des mécaniques, tu les as appris, maintenant tu les maîtrises, tu peux faire des trucs de fou. Je donnais un exemple qui vaut ce qui vaut, tu me diras si tu es d'accord Germain, mais imaginez un jeu comme Portal, qui est une succession de salles à énigmes, mais dans une direction déjà artistique et de game design, level design cohérente, qui serait étirée à une centaine de salles, quoi. Alors on serait vite bien emmerdé et vite lassé, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que Portal 1 par exemple avait une expérience relativement condensée. Le jeu se terminait en fonction de votre rapport à la logique entre 5 à 7 heures. Le Portal 2 s'est beaucoup plus étiré dans la durée parce qu'il offrait d'autres types d'espaces et de zones à explorer. Donc voilà, je sais pas si mon parallèle vaut ce qu'il vaut, c'est pour trouver des trucs un peu En fait, récents. je pense que c'est vraiment... parce que encore dans Portal, il y a une très bonne progression sur la difficulté, etc. Parce que en fait, c'est justement un couloir. Donc les puzzles, ça va. Là, le truc, c'est que ces puzzles, c'est... donc il y a 120 donjons. J'ai plus les chiffres exacts. Mais il y a environ 20 donjons parmi les 120 où il suffit simplement de tuer un ennemi. 120 selon Nintendo, 40 d'après la police. Voilà. Oui, en revanche, je crois que c'est 70. Je crois il y a des donjons qui sont plus intelligents que ça, où dans le donjon, tu n'as que la récompense parce que c'est tout le parcours, toute la réflexion environnementale qu'il y a pour accéder au donjon. C'est ça. Qui Je vais donner est le challenge. Le problème de ça, c'est qu'à la fois, ça te dit, bah, on a fait un donjon, on a fait un format, mais en fait, il n'y a pas de format, donc va te faire bip. Ce qui est pas forcément un très bon message à envoyer aux joueurs. Enfin, ça, c'est discutable. Et ça donne aussi que certains sanctuaires sont juste des coffres améliorés. Ce qui, encore une fois, pose la question de pourquoi avoir fait ce format-là, pourquoi l'avoir mis identique aux autres. Sachant qu'il te fait en soi perdre du temps par rapport à un coffre, car tu dois rentrer dans le sanctuaire, tu dois prendre ton coffre et parler au petit vieux à la fin pour débloquer ton truc avec la cinématique que tu as déjà vue 119 fois. Je pense que qui m'a dérangé, c'est que c'est long. Voilà. Ouais. On va pas se faire tout le truc, mais en gros l'idée c'est que dans tout le plateau, donc cette map, il y a plusieurs sanctuaires à aller voir, donc il va me rester le sanctuaire de la Renaissance ici. Alors imaginez quand même une grande levée d'air frais dans la barbe de Greg et un coucher de soleil pour vous planter le décor. Et l'idée tout simplement c'est que cette zone de tuto on est obligé de la finir, tout simplement parce que sinon on peut pas descendre. Voilà, on n'a pas assez d'endurance et puis on meurt. Voilà. Allez, chiche. Allez, hop, un petit game over, histoire de wear. Alors, voilà, j'ai mouru. Maintenant, voilà, bon, l'idée c'est qu'on va avoir pas mal de choses. Tiens, on peut aller là-bas. Alors, on te relaie, c'est pas un game over, on perd un cœur. Voilà. Ouais, donc là, par exemple, là, on a... Je vais tomber une autre fois, histoire de montrer. Qu'est-ce que le game over? Parce qu'à mon avis, ça va être plus long. C'est dangereux de me ramener ici quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Germain, mais... Ouais, non, parce que je me suis déjà fait l'impression tout à l'heure, c'est un peu dangereux, mais tu ne retombes pas. Voilà. Et tandis qu'il y a une ligue qui est en train de se créer dans le chat des défenseurs des links battus. Voilà, ça c'est fait. Et on va pouvoir recommencer après ce petit écran de Game Over et de voir où est-ce qu'on redémarre en fonction. Et on nous disait que j'ai beaucoup aimé par rapport au parallèle que j'ai fait de Portal d'ailleurs. Portal c'est pas pareil, Portal c'est bien. Voilà, c'est gratuit. Ça mange pas de temps. Vous êtes pas patient. Ah, bah après il y a patient et patient. Moi par exemple, je vais montrer du coup je vais passer dessus. La partie que j'ai. À savoir, il faut que je lance l'autre, c'est vrai. L'autre compte. On verra peut-être après. On verra peut-être plutôt à la fin. Ouais, non, moi je le lance de toute façon, et puis ensuite on en parlera, t'inquiète. Mais là déjà on va parler de ce qu'on a vu. Parce que là le tuto, sinon on va y être pendant longtemps. Là il y a un truc du tuto qu'on a commencé à voir mais qu'on n'a pas fini, c'est que du coup dans ce tuto sur ce plateau, on va débloquer toutes les compétences. C'est ça.
et l'entièreté des compétences qu'on va avoir après. Alors ça, moi, c'est ce que je disais un peu à Greg en off. Dans l'idée, je trouve que c'est une assez bonne idée, surtout pour permettre après aux joueurs d'appréhender un espace ouvert et grand. Même si je suis pas d'accord, il n'aurait pas dû être grand, mais c'est une bonne idée de lui donner ainsi toutes les cartes en main de base pour que l'expérience derrière, quel que soit l'endroit où tu ailles, quel que soit les obstacles autour de toi, ce soit juste toi que tu te dises, ok, j'analyse ça, comment j'apprends la situation, qu'est-ce que je fais, et pas se retrouver bloqué comme un idiot parce que tu n'as pas compris le truc ou t'as pas la compétence qu'il faut. Et c'est aussi d'ailleurs la raison, enfin une des raisons en tout cas pour laquelle il y a autant de systémiques. Et systémique, c'est simplement le fait que ça suive un peu des règles physiques / chimiques du monde, comme le fait que un courant électrique, il faut juste l'électricité. Si tu mets une arme électrique, ça passe. T'as pas besoin de mettre l'orbe mystique qui est dans le donjon. Ce qui contribue à cette idée que vraiment c'est toi, tu regardes le truc, tu t'apprends, tu te dis comment je vais faire, et t'as pas la solution, t'as pas la possibilité de te retrouver bloqué juste parce que tu dis ah mais je suis pas assez intelligent pour ce jeu, j'ai pas trouvé comment résoudre l'énigme de la seule façon. Ce qui est assez cool et qui empêche une frustration inutile. Et mais du coup, le fait est que on te donne tous ces trucs là, mais qu'après ils sont pas forcément bien utilisés. T'as le truc de glace et le truc d'aimant qui vont être utilisés dans le monde. À plusieurs occasions, tu vas pouvoir sortir un coffre, tu vas pouvoir traverser une rivière en créant des blocs de glace, en faisant de blocs de glace en blocs de glace. Mais la plupart de l'utilisation et la totalité des utilisations, on va dire, officielles du truc où tu arrêtes le temps, c'est dans les shrines, c'est dans les sanctuaires. Tes compétences ne sont vraiment utiles que dans les donjons. Dans le reste du monde, c'est accessoire. Alors, première découverte peut-être pour certains, pendant que Germain développait sur la logique systémique, on a Greg qui s'est enfilé un bon 2 kilos de pommes dans le gosier, qui sont des items, on y reviendra après avec la cuisine, qui servent à la fois à être consommés directement pour certains et à la fois à pouvoir être cuisinés. Et aussi une petite précision sur cette remarque qui nous a été faite dans le chat, du fait qu'on n'est pas patient malgré la pression de Germain, c'est que l'idée vraiment dans GD Night, c'est qu'il y a une réflexion, une pensée de game designer, c'est-à-dire que l'idée est de se dire à qui ça s'adresse, et dans la proposition telle qu'elle est adressée, est-ce que le jeu entre guillemets est honnête et pertinent, voilà, c'est ça. Donc voilà l'idée. Je te rends la parole, Greg. Vis-à-vis de la patience, en fait il faut réussir à déjà je disais, je pense que je suis patient. Voilà, regardez tous ces sanctuaires. Ouh là là, dès qu'on les a tous, on peut se téléporter de l'un à l'autre, et donc il n'y a plus vraiment cette notion de voyage. En fait, le voyage a une fin, entre guillemets, dans le sens où, quand on est sur la logique de compléter le jeu, évidemment. Après, si on a juste envie de se balader pour se balader, on peut. Et je pense que ça, pour le coup, c'est un bon jeu pour se balader sans un réel but. Ouais. Un Korogu, pardon. Là, l'idée, les Korogu, j'en parlerai à la fin pour troller le jeu parce que c'est pas possible. Pour moi, c'est un affront à la communauté des complétionnistes. C'est pour ça que j'ai une carte de tout, pas du tout contrôlée. Je te déteste. Donc l'idée, je parle au jeu. Et donc l'idée, tout simplement, c'est que tous ces sanctuaires, c'est tous les donjons que j'ai dû faire et qui m'ont permis donc de débloquer. Attention, tenez-vous bien, j'ai fait les 120. Qu'est-ce que j'ai eu? Une tenue qui est pas folle, c'est la tenue de base de Link, en un peu vieille parce que elle a 100 ans. Voilà. Bravo Zeldo. Bravo Zeldo. Et donc là l'idée, en fait, voilà, je vais vous montrer une situation. Pourquoi est-ce que j'ai laissé ma save ici? Parce que j'ai repris le jeu tout à l'heure et j'ai eu une très grosse frustration instantanée. C'est que je suis allé là dans le donjon. C'est un donjon que j'ai déjà fait. Je me suis dit, je vais voir comment il était ce donjon déjà. Voilà, avec des pics qui montent et redescendent. Voilà, je dois poser. En gros, l'idée du donjon, c'est vraiment je dois bouger des plaques de métal pour pouvoir passer. Le souci étant, évidemment, la physique. Que la physique fait du coup que je vais avoir un peu de mal à le faire. Mais c'est rigolo. Tout à l'heure, je sais pas si je vais réussir, mais j'étais coincé sous le cube et en fait, il faisait en boucle il se prenait les dégâts et je n'ai rien pu faire. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien dans les jeux.
Ok, donc là, lui, je vais le laisser là. Je pense que c'est bon. Toi, viens là. En train de Ah oui, déplacer le cube. on ne peut pas prendre avec le L'aimant. pouvoir d'aimant l'objet sur lequel on se tient. Voilà, ça, c'est pour éviter les gros problèmes de type grosse triche. Et donc là, attention, tenez-vous bien, un coffre. Est-ce que je suis content? Oui. Je vais donc l'ouvrir. Normalement. Oh, un bouclier des Sylvains avec une garde plus 10, c'est fou. Mais j'ai pas assez de place dans mon inventaire. Damn! C'est génial. Franchement, ce jeu, vous passez votre temps à aller dans votre inventaire, dans ce menu, et à jeter des items. Vraiment, vous passez votre temps à faire ça. Et encore, moi, j'ai beaucoup débloqué d'emplacements grâce à ces magnifiques Korogu, on y reviendra. Donc, j'ai beaucoup de choses pour pouvoir profiter de ça. Surtout pour les boucliers, parce que quand tu vois des joueurs peu expérimentés jouer, ils se servent jamais du bouclier, du coup ils cassent pas. Les armes, généralement, en tout cas dans les premières heures de jeu ou les 20 premières heures de jeu, on n'a pas le problème de trucs trop surchargés, parce que de toute façon tu t'en sers n'importe comment, tu tapes partout et tu les casses assez régulièrement. Bah franchement, moi ça m'est pas arrivé comme ça. Je me suis retrouvé assez vite dans la merde parce que je pouvais m'en faire des colliers très tôt, les armes. J'étais dans un truc, je fais un peu partie de la catégorie, j'y vais piano et puis je joue vraiment bien la sécurité et je me suis retrouvé assez en galère. Enfin bref, c'est comme quoi... peut-être moi. Peut-être que je suis seul à avoir commencé à acheter mes épées sur les mobs. Peut-être c'est... non. Le truc, c'est vraiment que très vite dans le jeu, tu vas te retrouver à avoir une préférence pour tel ou tel type d'arme, même si c'est le type de moveset est vraiment le même très souvent. Là, par exemple, je suis sur l'épée. Là, je suis sur une masse. Voilà, donc c'est des attaques lentes. Le fait de charger me permet de faire une attaque tourbillon, donc très très emblématique de Zelda. Maintenant, je vais aller sur une épée à deux mains. Un peu moins longue, hein, normalement, l'attaque tourbillon, historiquement. Oui. Et là, l'idée, tout simplement, c'est que c'est les mêmes mouvements que la masse, qui est voilà. En fait, il y a deux types d'armes en CAC. Corps à corps, c'est l'arme courte et l'arme longue. Ouais. Le reste ne sert pas. Ouais. Tout ce qui va vous servir, c'est les bonus qu'elle donne et le skin évidemment, parce que franchement, se battre avec une main. Et du coup, l'idée, tout simplement, c'est que ça ne sert quasiment à rien d'avoir telle ou telle arme. Le but, c'est d'avoir des armes. C'est tout ce qui va compter. Et donc on se retrouve avec un bordel d'accumulation non justifié, plus un inventaire hyper étriqué, même quand vous êtes vers la fin du jeu, quoi. En fait, le souci, c'est qu'en plein combat, on ne passe pas sur cet inventaire-là, la plupart du temps. Voilà, l'inventaire où vraiment, on voit en gros. On passe sur cet inventaire, l'inventaire rapide, qui est en ligne. Et en fait, quand on commence à débloquer les armes, ça commence à être long. Parce que tu as vraiment le listing total en défilement horizontal, hein, je précise. Voilà, donc après on a les arcs. Pareil, les arcs c'est pareil, il n'y a pas vraiment de trucs qui les distinguent les uns les autres. De fou. Un truc cool par contre, effectivement, c'est ce que je disais, c'est la visée avec le gyro plus les deux sticks, donc ça permet de stabiliser, de bien viser. Donc ça c'est très cool par contre. La visée à l'arc, c'est l'un des meilleurs dans le jeu. Sachant qu'en plus, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que pendant que je suis en train de voler, j'ai un slow-mo qui consomme ma jauge d'énergie, mais au moins, ça va me permettre de bien viser et de reprendre mon paravoile juste après. Au-delà de bien viser, surtout de ne pas tomber comme un idiot. Parce que de ne pas tomber comme un idiot. Genre là. Ça, tu tires. Genre ce qui vient d'arriver. Mais pour redécrire, hein, donc il y a l'utilisation de cette fameuse paravoile qui a le même usage qu'un deltaplane et tu as ralenti le temps pour essayer d'ajuster ta visée à l'arc sur une espèce de système à activer, je crois, au loin. Voilà. Mais oui, après, alors je vous laisse un petit peu, je te laisse un peu dérouler sur la fin du donjon, les choses que tu voulais ajouter. Greg, moi je voulais vous amener je voulais montrer les pouvoirs qu'on a en fait, mais je ne me rappelle plus de la touche. Ah voilà, c'est ça. Donc là en fait, j'ai le pouvoir qui va me permettre de figer un objet, mais en plus de ça, je vais pouvoir
lui donner de l'énergie cinétique. Voilà, par exemple, là, en lui tirant dessus. Bon, après, c'est un énorme boulet, donc je pense qu'avec l'arc, ça sert à rien. Mais en gros, l'idée, c'est qu'un item que je vais figer, je vais pouvoir le taper très fort dans une direction. Ouais. Et en fait, c'est Zawarudo de Jojo. Voilà, en gros, je vais figer le temps, je vais lui appliquer une force. Donc, c'est de la physique. Hein. Et cette force, elle est montrée par une flèche. Et ensuite, une fois que le temps stoppé est arrêté, et enfin le temps reprend son cours, l'objet va récupérer la somme de toutes les forces que je lui ai appliquées pour être propulsé. Ça, c'est très intéressant pour faire tout plein de choses avec la physique. Le souci, c'est que c'est utilisé vraiment que dans les donjons. Hein. Ou à l'extérieur, quand on a envie de glitcher un petit peu le jeu. Exactement. Et de se faire une fusée avec un tronc d'arbre. Voilà. Mais voilà, c'est pas le joueur lambda qui va le faire. Autre pouvoir que j'ai, donc voilà, j'ai celui-là, j'ai effectivement l'aimant, j'ai les bombes que je vais pouvoir donc jeter, poser, porter, etc. J'en ai deux. J'ai la ronde et la cubique. Donc la ronde, évidemment, c'est une sphère, donc elle va rouler. Logique. Et ensuite, c'est une boule. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir les faire. C'est une sphère. Une boule, elle est pleine. Et tu sais pas si c'est plein. Et du coup, l'idée. C'est plein d'explosifs. L'idée, tout simplement, c'est que je vais pouvoir ensuite la faire exploser après coup, quand je veux. Donc ça, c'est sympa. Notamment là, je vois. Alors, j'ai un petit. Attends, je vais peut-être pas prendre celle-là. Votez chez vous pour l'émission. On prendra les comptes sphère ou boule. Voilà. Et tout simplement, voilà, là, par exemple, j'ai un petit tapis roulant. Admettons qu'il y a un ennemi. Je pose ma bombe sur le tapis roulant et je la fais exploser au bon moment. Ça, c'est le genre d'énigme qu'on va avoir dans les donjons. Et en soi, juste pour sur les bombes, le fait qu'il y ait les deux, que tu aies le choix entre un truc de stabilité ou un truc qui va pouvoir dévaler tranquillement, est une très bonne chose. Maintenant, il n'y avait pas forcément raison que ce soit sur deux slots séparés, vendus comme presque deux compétences que tu acquiers en même temps. Ouais. Enfin, il y a un côté là-dessus qui te fait vraiment j'ai deux fois la bombe plutôt que j'ai une bombe avec plusieurs options. Bah, c'est surtout que là, par exemple, là j'ai deux bombes, donc la cubique et la sphère qui est à droite, et du coup l'idée tout simplement, voilà, j'ai l'une et l'autre, et en fait je dois rechoisir en fait la compétence pour faire exploser la bonne bombe. C'est beaucoup de retourne sur ton menu, vas-y, reprends un peu de menu. Néanmoins, ça aurait été sans doute pire si tu avais dû aller dans la bombe et après choisir quel format de bombe tu veux. Il y a peut-être aussi, il y a aussi ce truc-là qui rentre en compte, c'est que si tu avais juste bombe après que tu devais choisir les caractéristiques d'une bombe, ça pouvait être peut-être un peu long in-game. Ou alors ils font qu'une bombe. Par exemple. Aussi, oui, ça marche aussi, voilà. ça. Alors, là, l'idée, donc, du coup, c'est que je vais sortir de ce donjon. Je voulais peut-être, pendant que tu sors du donjon, vous amener sur un truc assez intéressant au niveau de l'exploration, même si on y reviendra en détail après. Je sais pas, Greg, si tu voulais qu'on y revienne vraiment précisément après sur la grimpe, le truc comme ça. Ouais, on va aller grimper là. Allez, bah écoute, on va grimper. Ça me permet un petit peu de préciser, donc le jeu est d'inspiration, notamment ça se retrouve beaucoup sur certaines des, non pas des architectures, mais des statues d'une époque japonaise qui s'appelait l'époque Jomon, et qui était une époque vraiment dédiée à la chasse, pêche, cueillette, quoi. Et en l'occurrence, moi je disais un petit peu pour blaguer que, voilà, il y a la cuisine aussi, et puis aussi qu'il y avait une inspiration aussi de Clermont-Ferrand. Je vais expliquer pourquoi. Donc Clermont-Ferrand, pour ceux qui ne connaissent pas cette jolie contrée, a la proposition d'être une cuve. Ce qui est un petit peu le propre de beaucoup de l'architecture de ce Zelda Breath of the Wild, et évidemment c'est pas par hasard, hein, c'est parce que cette architecture, ce level design en cuve permet à la fois effectivement de descendre en contrebas, d'avoir aussi des moments où on va pouvoir avoir une vision et utiliser ce fameux paravoile qui permet de manière très plaisante de se dire ah bah tiens, je vois un endroit au loin, je veux l'atteindre, ce qui était d'ailleurs une des promesses initiales dans le jeu, et surtout voilà, on se retrouve un peu avec
des actions basiques qui peuvent être résumées, qui vont être montées, cherchées, explorées de manière très simple dans ce qui est proposé dans l'expérience du joueur. Donc vraiment, se visionner pour ceux qui n'ont pas le jeu, n'ont pas encore fait le jeu ou encore pas comment dire ça, l'image au moment où vous écoutez le podcast, pensez vraiment à une cuve. Ça vous aidera beaucoup à vous représenter l'exploration spatiale. Voilà. Là, pour info, je viens de regarder dans ma liste d'ingrédients. J'ai du silex et du bois, donc je les ai pris, je vais pouvoir les poser. Voilà, donc je me suis trouvé une petite cavité à l'abri du vent, parce que la météo est importante dans le jeu du coup. Ouais. Et là, je vais prendre mon épée et je vais taper. Voilà, je tape le silex, et évidemment, quand vous tapez fort un silex à côté du bois avec une épée, ça fait un feu de camp. Et le feu de camp va me permettre notamment pour attendre une certaine, un certain moment. Tel un cow-boy. Tel un cowboy. Voilà, donc histoire de montrer que effectivement, on a certains ennemis, certaines choses qui arrivent en fonction du temps, de la météo, tout ça. Donc ça c'est important. Maintenant, on va y grimper. Allez. On va y grimper, ça va être drôle. Donc ça va être moche. On va dire que mon but c'est d'aller là-dessus là. Voilà. Et puis t'as pris bien les textures les plus moches. Hein. Non, j'ai vraiment pris ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Regardez, ouh, bam, voilà. Ça c'est bien. Par contre, je vais juste. La boule a bien explosé. Me la péter avec le DLC vite fait. Voilà. Ouais, il a pris sa moto. Parce qu'après je vais parler des. Ah oui, vous regardez, là c'est vrai qu'elle a plus de batterie. Je sais plus du tout comment on la charge. Ah, c'est un très beau moment de fail. Hein. Donc il a pris cette espèce de moto biker super stylée du DLC. Attendez, je vais vous montrer. Et voilà. Et puis en fait, non. Il nous a fait le coup de la panne. Putain, t'as vu Germain comment on a failli tomber. Eh oui. Voilà, donc là, vous voyez, je grimpe, j'ai mon énergie qui descend, et à chaque fois, je peux faire un saut pour essayer d'augmenter, mais qui me défonce ma jauge d'endu. Voilà, donc admettons, je vais monter, et voilà, je suis un très bon grimpeur, et là, du coup, je tombe. Damned. Un petit peu, un peu plus bas, en contrebas, ça va, t'es pas trop perdant. Bon, là, ça va, mais en gros, si je tombe, il me propose la paravoile, voilà, pour me rattraper. Enfin, il te propose, il faut que tu l'actionnes. Oui, voilà, il faut. Mais il y avait le petit bouton, en fait, au moment où tu tombes à cause d'un manque d'endurance, le jeu te dit paravoile, n'oublie pas. Hein, au hasard, mec. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Kinoa Juste tant qu'on est sur l'endurance, parce que là, ça me fait penser aussi. C'est un point aussi que je trouve très injustement. Survolé et oublié quand on parle maintenant de Genshin Impact ou de Phoenix qui ont soi-disant copié Zelda, mais ne serait-ce que sur l'endurance, Ubisoft ou ceux qui ont fait Genshin Impact, je connais de qui, si tu le dis, on fait des choses mais beaucoup moins intéressantes que Breath of the Wild. Là tu vois ce qui se passe, c'est déjà quand tu fais un espèce de bond, ça consomme une grosse quantité d'endurance. En mode, c'est un truc qui va te faire gagner du temps, mais ça a un vrai coût. Ouais. Typiquement, Phoenix et Mortal Rising, tu fais cet assez bon là, qui consomme moins d'endurance. Qui rend le truc juste pas équilibré en fait. T'as une reward, mais assez peu de risques. Et typiquement, la paravoile, c'est un moyen de secours où tu peux pas faire grand chose. T'as du air control, mais tu peux. Ouais, limiter la casse au niveau de ta perte de vie, quoi. Voilà, mais qui ne consomme pas d'endurance. Là où Phoenix, encore une fois, mais les ailes qui consomment l'endurance aussi. Donc, il y a, dans ceux où on dit ils ont copié salement, on voit quand même que une certaine précision et une certaine décision de design très pertinente, parce qu'il y en a quand même, qu'a fait Nintendo sur Breath of the Wild, sont souvent survolés et on s'y penche assez peu, ce qui fait que les autres studios qui veulent reprendre le principe du jeu décident de ne pas faire ça pour un truc qui est moins bien. Alors que si tu veux voler un truc, au moins on vole ce genre de choses qui sont très, très intéressantes. Alors après, pour Genshin, je suis pas totalement d'accord, je trouve qu'ils ont bien géré. Alors là, voilà, j'ai une lune de sang, voilà, bon ça arrive, c'est les aléas du direct. Et j'ai justement un truc très intéressant à dire là-dessus, donc c'est un mode un peu difficile qui va arriver où les monstres vont être bien violents, mais c'est surtout un moyen de vous dire, oh là là, les mobs rip-up. Vraiment, c'est ça. Par contre,
ça doit faire 300 fois que la lune de sang elle apparaît. Ça fait m'en 300 fout. fois qu'elle me dit Ça m'en la fout, ouais. lune de sang. Merci, c'est bon, je sais, mais... bisous. Mais pour rester sur l'escalade, même si c'était bien de rajouter encore malheureusement un point pas terrible, je voulais préciser un autre truc qui me rendait dingue aussi sur l'escalade, c'est le manque d'équilibrage entre, je dirais, l'intensité de l'escalade en tant que telle, de se dire il faut que tu gères ta barre d'endurance pour parvenir à aller le plus haut possible, voire au sommet de ce que tu vises, et les moments où en gros tu peux, de manière un peu, je trouve... qui moi m'ont vraiment cassé l'expérience de jeu, escalader un petit coup, et puis en fonction de la texture un peu pétée qui défie les lois de la gravité, monter un peu à pied, et puis regratter un peu d'endurance, et puis remonter un peu... C'est ce que je faisais depuis tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc ça c'est un des trucs, vraiment je l'explique vraiment explicitement, parce que ça m'a arrangé, hein, on va pas se leurrer, mais ça m'a rendu fou aussi en termes de propositions, quoi. Là, par rapport à l'escalade, il y a un truc qui peut être intéressant, effectivement, c'est que je vois sur cette bordure-là un espèce de champignon chelou étoile. Ouais. Je veux le champignon chelou étoile, donc je vais aller le chercher. Voilà. Et donc là, en fait, je me rends compte que clairement, ce relief va être très compliqué à appréhender. Voilà. J'imagine qu'Epona ne peut pas se TP ici en plus. Bah non, Epona... Rappelle ta moto. Elle est pas chargée, ouais. Pardon. Ouais, mais je sais plus du tout ce qu'il faut mettre dedans. Si quelqu'un s'en rappelle, je suis preneur. Pas, parce que une je crois goutte, que c'est des trucs comme ça. Je crois que c'est des vis antiques et tout. Essaye du poisson. En vrai, regarde, attends, je vais mettre les vis. Ça aurait été bien ça en fait si tu pouvais, comment dire, tu peux pas les manger les vis par contre. Ça aurait été bien si tu pouvais utiliser n'importe quel aliment pour en mode carburant tuning. Alimenté. Ouais. Attention. Ah, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est les fameuses vis. Ouais, c'est ça, c'est bon. Eh ben, reprends ta bacon. Je vais pouvoir montrer après du coup ce qu'on peut faire avec. Et pourquoi est-ce que je suis un peu déçu que la moto soit du DLC et surtout quand t'as tout fini. C'est-à-dire que tu ne profites de la moto qu'une fois que t'as tout fait. Donc là, du coup, voilà, j'ai mon petit plan d'escalade. Hop, voilà, je vais essayer avec le paravoile de me mettre là. C'est bon, j'ai réussi à m'accrocher. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je trouve plutôt intéressant. Ouais. C'est, voilà, tu vois quelque chose sur la corniche, c'est cool, tu vas essayer de voir comment est-ce que tu peux aller le chercher, etc. La moto a disparu. Et du coup, l'idée tout simplement, c'est que voilà, l'escalade, ça va vraiment être ça. Le truc, c'est que moi, j'ai beaucoup d'endurance. Quand on a peu d'endurance, ça peut être assez pénible. Et notamment, là, il ne pleut pas. Mais quand il pleut, ça double la difficulté. C'est l'enfer. Et en fait, je trouve ça pas nécessaire. C'est assez pénible. Ou alors, ils auraient dû penser un truc alternatif assez rapidement dans le jeu qui permettait, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais de faire une quête annexe avec un équipement qui réduit la glissade dans l'adhérence, par exemple, aux surfaces quand il pleut. Voilà, ça aurait été un moyen... quand je dis facile, faut quand même le mettre en place, hein, mais qui aurait pu permettre de rééquilibrer sans trop de galères. Voilà. Dommage. Ou alors, le vrai bon moyen, réfléchir et se rendre compte que faire un truc aussi immense n'avait pas d'intérêt, et du coup, les surfaces à escalader auraient été pas aussi immenses, et la pluie aurait été un apport intéressant de se dire, bah, mon appréhension de l'environnement change avec le climat, je dois trouver une autre solution. Mais c'est vrai que si tu as une surface de 20 km d'eau à escalader, parce que ils ont fait ça trop grand, bah, ça marche pas. Mais sur des hauteurs réduites et plus raisonnables, je pense que le système aurait pu être très bon. Là, le problème, encore une fois, c'est l'échelle qui n'a aucun putain de sens. On vous rappelle le nom de famille de Germain qui est comme le chien Idéfix. Mais au moins c'est cohérent parce que effectivement ce qu'on avait annoncé au début, mais voilà, on troll, mais c'est constructif. Enfin, c'est même pas un troll en fait, c'est des constats, c'est un peu du damage control, on va dire. Là, vous ne pouvez pas l'utiliser ici. C'est sérieux. La déception. Voilà, donc là en fait je suis sur une plaine, je ne sais pas pourquoi, mais la moto ici non. Parce que t'es en train de perdre tes vies Ou c'est à cause de ta tenue ça? Voilà, c'est parce qu'il fait trop froid. Ah non, c'est parce qu'il fait trop froid. Je vais mettre la tenue contre le froid. Voilà, c'est très rigolo de la tenue Dark Link avec un Link qui grelotte.
C'est ça. Ouais. Là, je vais vous montrer un truc qui est intéressant, justement, pareil par rapport à l'escalade, etc. Donc, c'est que, en fait, donc effectivement, je vais pouvoir regarder comme ça avec cette espèce de jumelle. Et là, je vais me dire, oh là là, regardez, un sanctuaire là-bas, c'est fou. Je vais mettre une balise. Et bien, en fait, cette balise, elle est maintenant plus là. visible sur ma minimap. Elle est là seulement quand je sors les jumelles. Oui, mais tu vas pas sortir les jumelles tout le temps. Tu voudrais pouvoir regarder le monde et dire ah oui, ok, c'est par là. Ça serait bien, mais bon. C'est quand même le principe du truc. Ouais, mais non, attends. Surtout quand tu joues sans le. Ah, mais t'en demandes beaucoup là. Et donc. Bah non. C'est mon métier, monsieur, faut lui dire. Mais en vrai, je pense qu'ils ont plus. Il y a plus de code à faire à se dire on le met que là, là, là et pas là que le mettre partout. Tandis que on a les premiers relents de grandes fanboyistes dans le chat, hein, notamment un ami et collègue, ce cher Olivier de Viens on en parle, une autre émission de Death Podcast qui nous dit je viens tout juste d'arriver mais je sais que tout ce qui a été dit jusque là c'est du grand n'importe quoi. Bravo. C'est vrai. Et du coup, tout simplement, ouais, je sais. Faut bien que je monte mes skills de temps en temps. Oh, il a tué une grue, hein. Appelez le pétard. Et l'idée, tout Une simplement, grue, c'est du poulet, tu vois bien. Du coup, l'idée, tout simplement, c'est ce que je sais maintenant pourquoi est-ce que je pouvais pas sortir la moto ici. C'est tout simplement parce que on est dans le désert et dans le désert, vous pouvez pas sortir votre monture. Et pourtant, dans le désert, tu peux te souvenir de ton nom. In the desert, you can remember your name. Non, on entend normalement depuis le début la musique. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de musique en fait dans Zelda Breath of the... Non, oulala, il y a de l'ambiance. Non, là tu vas avoir des gros problèmes. Il y a de l'ambiance. Pour moi, il y a de l'ambiance plus qu'une musique la plupart du temps. Je vais appeler Fanny, dont j'ai parlé au début. Fanny Rébillard, grande spécialiste, à voir. Attention, tu te fais agresser. Elle va te bolosser. Non, là, c'est la même musique. Moi, vraiment, j'ai un problème avec la musique dans Breath of the Wild en particulier. C'est que c'est la même musique à chaque fois que les ennemis sont là. C'est le même problème que j'ai avec Skyrim de t'entends et tu fais ah, il y a un combat quelque part. Bah, le problème que j'ai en termes de c'est que tout court en fait c'est un poncif, c'est un trope qui a été créé à un moment donné et tout le monde s'est dit d'accord on utilise, tu as une musique quand les ennemis arrivent. Pourquoi? Non, arrêtez. Ça te bousille tellement tout en vrai. Je voulais vous demander ce que on parlait tout à l'heure là donc des balises sur la carte qui permettent de marquer un lieu au loin, notamment des temples principalement. Est-ce que en termes de ressources dans de la prog, c'est un truc qui va beaucoup coûter si on aurait voulu. Je voyais Germain qui s'agaçait du fait c'est con qu'on ait besoin de ressortir la longue vue. Est-ce qu'il y aurait pas voilà, je dis n'importe quoi, une touche, un clic joystick droit qui permet de l'activer. Je sais même pas s'il y a un joystick droit. Non, c'est pas hyper exigeant en termes de ressources de faire ça. C'est tellement pas exigeant qu'en gros, je te dis là, en fait, alors je vais poser une balise. Ça là, c'est la même caméra que la caméra du jeu, hein. Donc ils ont juste à le laisser afficher. Non mais non mais ce que je voulais dire, mais en termes de ressources, il y a rien quoi. Non mais c'est-à-dire c'est affiché, désaffiché en une touche. Oui, non, ouais. Après, on est bien d'accord. Hein. J'avais un doute, non, mais en termes de ressources, non. Après, en termes de touches, bon, est-ce qu'il y a une touche dispo pour ça, machin? C'est ça. Mais ne serait-ce qu'un menu qui dit bon, c'est bon, je veux arrêter de voir les trucs ou quoi. Enfin. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu du souffle de la vie. C'est vrai. Et l'idée, c'est le jeu de Florent Pagny. Puisqu'ici tout est paramétrable. Et du coup, l'idée, tout simplement, c'est que voilà, toi, attends. La moto. Donc voilà, la moto en fait, elle a quelque chose de très intéressant. C'est le fait que ce soit une motocross et que du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour rouler effectivement sur des animaux. Mais aussi pour grimper des reliefs. Là, j'ai pas fait exprès, mais voilà, il s'est mis sur mon chemin. Et donc, vous voyez, je grimpe sur des reliefs, mais d'une facilité vraiment folle. Et du coup, c'est agréable à jouer. Ouais. Là où le cheval, c'est pas génial. Non. Là c'est vraiment le moment qui te fait kiffer le cheval en lasagne, quoi. Non, ça, je ne cautionnerai pas. Mais le cheval, en tout cas dans ce jeu, clairement, est pas très intéressant. J'en profite d'être à côté de l'eau pour montrer le pouvoir de l'eau. Voilà, je fais des cubes de glace et
Et du coup, l'idée. Pouvoir de l'eau. Donc on a des espèces de colonnes glacées qui s'érigent au niveau de l'eau qui permettent donc de progresser, qu'on découvre d'ailleurs, commence vraiment à expérimenter dans le deuxième donjon, mais ou bien avant, évidemment, si vous expérimentez, ça y a pas de... Le premier pas de- donjon, ça dépend de l'ordre dans lequel tu fais les donjons. Moi, par exemple, j'ai commencé par le temple de l'eau. C'est vraiment ça pour le coup, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que Le temple de l'eau, de quoi tu parles? j'appelle ça le temple de l'eau, mais c'est le temple avec les auras. Bref, la bête divine, tu sais, bête divine numéro 254 là, mais avec il y a un peu d'eau. Alors le temps file malgré tout, hein, même c'est fou quand on s'amuse, Ouais. on le voit pas tourner. Moi je voulais quand même, je sais que t'as encore des trucs à dire Greg, c'est pour ça que j'anticipe un petit peu pour après vraiment te laisser dérouler les éléments et Germain également s'il y en a. Je voulais peut-être vous amener sur un grand classique, à savoir les différents types d'immersion qu'on va détailler. Nous, wink wink, c'est Je vais faire une immersion. alors, je vais laisser de côté peut-être une immersion. Alors, comme souvent, hein, je me base sur un texte de deux auteurs qui sont Arsenault et Picard, hein, donc qui proposent trois immersions principales, hein, qui sont tout à fait possibles à développer et à enrichir, qui sont les immersions sensorielles, donc le son, les images, etc., tout ce qui est les stimuli. L'immersion donc fictionnelle, qui est celle de la dimension narrative, ce qui nous donne envie d'avancer dans le jeu, etc. Et puis l'immersion systémique. Je vais laisser de côté la sensorielle, puisque c'est un truc limite, il faudrait une émission en tant que telle pour le sound design et les compositions, même si elles sont pas forcément au goût de tout le monde. Et blague à part, peut-être me concentrer sur l'équilibrage sur les deux autres. On nous a dit dans le chat très tôt dans l'émission, et j'ai laissé de côté cette réplique-là, que je vais essayer de retrouver. Qu'est-ce que c'était? C'était la narration et le poison des mondes ouverts, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait une réplique de ce genre-là que j'avais bien aimé. Et c'est vrai que le jeu, en tout cas ce Zelda Breath of the Wild, a une forme de sobriété dans sa narration qui est intéressante, mais qui est vraiment, je trouve, mal exploité. Ça rejoint ce que disait Germain tout à l'heure, dans le sens où on se retrouve avec une espèce de gigantisme un peu énorme, où alors ne pas savoir où on va, c'est pas un problème, au contraire, moi j'y ai même pris du plaisir par moment. Je suis le premier, que ça soit là ou sur dans un tout autre genre, un jeu Telltale, à virer les notifications, les trucs qui peuvent m'aider par excès. Link saura se souvenir de cette action au hasard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont proposé un truc, une espèce de narration un peu, je dirais pas à rebours, hein, mais dans lequel on nous balance tous les éléments, c'est-à-dire tout s'est déjà passé. Tout le monde, c'est un peu le sixième sens, hein, tout le monde est déjà mort ou tout s'est déjà fait. Micro spoiler, on vous parlait du roi d'Hyrule au tout début, on apprend très vite dans le jeu, au bout de même pas un quart d'heure, 20 minutes, que le roi d'Hyrule est mort en fait, comme beaucoup de monde. Et je trouve que ça, par exemple, c'est très mal exploité dans l'ensemble du jeu. Il y a quelques vagues espaces de flashback, mais globalement, d'un point de vue ce que l'univers raconte, à part la beauté des univers en tant que tel, moi j'ai vraiment pas trouvé mon compte. Je sais pas pour vous, mais... Alors, ouais, mais d'ailleurs, si je peux revenir sur la phrase, même si c'était pas forcément exact, qui a été dite, qui était que la narration, c'est le poison des open world. Déjà, c'est que je dirais non, parce que le problème, c'est pas tant la narration que les narrative designers qui ont tendance à ne mettre en narration que du blabla cinématique où on te raconte ce qui s'est passé. Or, la narration, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est notamment dans le monde tel qu'il est construit, tel qu'il est présenté. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la narration qui est le plus travaillée dans les jeux de nos jours. C'est bien dommage. Mais du coup, oui, ça fait la narration qui est présentée, qui est celle de très cinématographique presque. Hein. On revient sur ce que j'avais dit sur l'émission des Game Awards, où il y a ce côté très cinéma et qui ne colle pas forcément aux jeux vidéo. Et en effet, pour un monde sans couture et un espace ouvert, c'est pas forcément le truc le plus adapté. Maintenant, oui, c'est ce que je disais, il peut y avoir beaucoup de narration, beaucoup de récits, déjà dans l'environnement. Et là-dessus, par contre, Breath of the Wild s'en sort très bien. Mais le problème, c'est qu'il s'en sort très bien pour des gens qui connaissent la série. Parce que si tu n'as pas joué au jeu Zelda, on te dit le monde
t'as été en sommeil pendant 100 ans, tu vois des ruines, tu dis juste, ouais, il n'y a eu plus rien pendant 100 ans, il y a des ruines, ok. Quand tu connais Zelda, tu reconnais le bâtiment, et du coup, ça te dit une histoire parce que tu connais le monde. Là-dessus, c'était assez mal joué, c'est que la narration marche pour les initiés. Voilà. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs de la part de Nintendo. Oui, très. De faire un truc qui ne marche que pour les initiés. Bah ouais, et ça répond aussi à l'autre grande question que nous amenait Greg sur cette émission, c'est est-ce que c'est un bon Zelda? Sur ce point-là, clairement, tu réponds que non, quoi. Ouais, ça manque. Mais bon, après, encore une fois, c'est vrai que même si tu connais pas, tu vois des ruines, tu te dis, oui, il s'est passé un truc. Mais il y a une partie de la puissance évocatrice et narrative qui part. Ouais. Et donc l'autre façon de faire du narratif quand tu veux faire un monde, un truc sans couture comme ça, et très très libre en fait, parce que c'est aussi un truc qui est très fort dans Zelda, c'est qu'il n'y a pas dans Breath of the Wild, c'est que t'as pas de chemin critique à suivre, c'est très libre. C'est de la faire de manière presque secondaire et contextuelle. Et c'est vrai que là, c'est assez maladroit. C'est beaucoup, en tout cas pour Breath of the Wild, c'est beaucoup. Tu trouves un endroit où, t'as une photo, tu vas trouver où la photo a été prise, et puis hop, t'as un flashback qui rend le truc. Enfin, déjà, le fait de faire une mission sous cette forme-là, de te dire, hé, regarde, t'as une photo dans ton truc, viens, tu traverses le monde, t'essaies de la revoir où c'est, et tu reprends la photo. Déjà rien que ça, c'est maladroit, et ça arrive juste un flashback qui t'explique pas forcément grand-chose, et qui peut-être aurait été bien juste s'il avait été placé à un autre moment ou quand tu découvres quelque chose. Mais genre, typiquement, à la place de mettre 40 fois les mêmes cinématiques pour faire à la fin des sanctuaires, qu'il y a un sanctuaire qui te ramène des souvenirs parce que t'as combattu un monstre, ça te fait quoi des trucs. J'ai un petit truc à dire par rapport à ça, qui est globalement le système de récompense. Juste avant, bon, vu qu'on est une émission de GD, donc il y a certains termes des fois qu'on utilise que vous ne connaissez pas forcément. Donc moi, je vais vous parler des rewards, donc des récompenses. On a notamment 4 types de rewards. Access, donc l'accès, hein, voilà, celui-là était simple. C'est des récompenses qui, une fois obtenues, vont débloquer des accès du contenu. Typiquement, je vais prendre là un exemple dans le jeu. Il n'y a quasiment pas de reward access d'ailleurs dans Breath of the Wild. Si ce n'est, cette région est très froide, il te faut une tenue résistante au froid. Ouais. Voilà, mais... Ou un plat qui te réchauffera suffisamment. Voilà, ou un plat qui te réchauffera. Et en fait, justement, à cause du plat qui te réchauffe, on arrive sur une notion où il suffit juste de farmer, t'es pas obligé d'aller chercher et de galérer à trouver une tenue en faisant une quête annexe ou quoi. Non, c'est bon. Il suffit de manger 800 piments et ça passe. Donc là, admettons, cette porte est fermée à clé. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, cette porte est fermée à clé. Je vais faire le tour. Et là, oh mon Dieu, un coffre, une clé. Oh là là, je peux rentrer, reward access. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a aussi le reward. Quel jeu d'acteur je ne vais pas me tromper sur le terme exact. Facility, qui est en fait une récompense qui va faciliter votre progression, notamment en boostant votre personnage ou toute autre chose. Donc là, par exemple, le fait de débloquer la moto. Voilà. Bon, la moto, il suffit de faire un donjon, machin, c'est un DLC, mais par exemple, débloquer les bombes. Les bombes, ça va être une bonne récompense parce que c'est à la fois de la facility, voilà, par exemple pour pêcher, il suffit de pêcher à la bombe. Ça fait une pêche globale avec tous les poissons qui meurent d'un coup. Je parle évidemment en jeu. Hein. On va pas jeter des dynamiques dans le lac. Je les vois les gens là qui commencent à préparer la dynamique. J'avais simplement un flashback d'un épisode de South Park où ils jettent une grenade dans le lac. Voilà, c'est pour ça, pour aller à la pêche. C'est ça qui m'a fait rire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on pêche dans Resident Evil 4, hein, pour info. Aussi. Lance-roquette, lac, fini. Tout à fait. Là, à supposer que Miyamoto a regardé South Park. Ou a joué à Resident 4. Ou alors il achetait des bombes dans un lac pendant sa balade en forêt. Et non, l'idée tout simplement c'est que la bombe va aussi être un reward access parce que grâce à la bombe je vais péter un mur de pierre fissurée qui va me permettre de débloquer l'entrée d'un donjon. Il n'y a pas beaucoup ça dans Breath of the Wild, c'est surtout je pète un amas de pierre, oh là là il y a un coffre avec une énième arme. Là on va voir la récompense de
et c'est ça qui va nous intéresser qui moi du coup m'intéresse pas du tout, mais c'est ça qui va intéresser Breath of the Wild, c'est sustenance, la récompense pour rester en jeu. C'est notamment les récompenses qu'on va avoir dans des shoot 'em up, notamment. Donc vous savez, vous avez un petit vaisseau là, vous tirez sur ces Space Invaders. Ah mon dieu, une option. C'est tout simplement une vie supplémentaire. Un bouclier ou une amélioration de tir. Voilà, là par exemple sur Zelda, ça va être oh là là, un cœur. C'est les récompenses qu'on trouve notamment dans les jeux de survie. Voilà, donc clairement, ça, il y a beaucoup de récompenses comme ça, et notamment pour les armes. Les armes sont... Oh, cette pause quand on... C'était sympa. Bref, là, l'idée tout simplement, c'est que les armes, je vais avoir finalement que de la sustenance. Je n'ai jamais d'arme qui soit particulièrement intéressante. Là, par exemple, j'ai la Brise Rock. Brise Rock est une arme légendaire, qui est l'arme des Gorons, du chef Goron, celui qui récupère son pouvoir, etc. Cette arme se brise, voilà. Elle se brise comme toutes les autres. Et donc, il faut que j'aille refarmer pour aller pouvoir la recraft. Enfin, contrairement à l'épée maîtresse, l'épée de légende, on ne la présente plus, c'est l'épée officielle de Zelda. De Zelda. Là, l'idée, tout simplement, c'est que cette épée, une fois cassée, vous n'allez pas avoir à la recraft ou quoi, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Logique. Et elle va juste prendre un temps à recharger. Voilà, donc maintenant, ça y est, Master Sword, ça marche aux piles. Et en fait, l'idée, tout simplement... Mais les piles sont toujours vendues séparément. En vrai, moi, il y a un truc qui me dérange vraiment avec ça. C'est... Pourquoi est-ce que cette arme... Ah, mais oui, c'est vrai, c'est une arme unique. Donc, vous ne pouvez pas la refaire. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avec toutes les armes légendaires ? C'est ça. C'est absurde ce qu'on disait sur le... C'est aussi une forme de narration pétée, parce que ça fait une espèce de hiérarchie des armes complètement absurde, dans le sens où l'autre est aussi une arme légendaire, donc pourquoi est-ce que celle-là plus qu'une autre ? Ouais. Donc, moi c'est un truc qui me dérange. Ensuite, on a un autre type de récompense, le reward de glory. Donc, c'est vraiment la gloire. C'est la récompense qui va pas servir à grand chose, si ce n'est flatter l'ego, un trophée. C'est clairement les hauts faits, les trophées, les achievements, tout ça. Au-delà des trophées, parce que les trophées c'est assez extra, on va dire. Oui, c'est extra. Mais typiquement, un jeu qui est rempli de rewards glory et de rewards qui vont juste te satisfaire et te donner envie de continuer parce que tu as l'impression d'être trop fort, c'est les 3 premiers God of War, moins le dernier, mais les 3 premiers God of War sont remplis de ce genre de rewards. Oui, c'est la belle cinématique parce que tu as réussi ton QTE, Kratos défonce l'ennemi, yes, voilà. Même partout, même dans les combos les plus simples, parce que les combos les plus simples, c'est t'appuies 3 fois sur carré. Voilà. En gros, tu sais appuyer 3 fois sur carré et t'as des torrents de feu à l'écran. Typiquement, c'est un genre de reward glory. Parce qu'on te félicite d'avoir appuyé sur un bouton 3 fois de suite. On ne soulignera pas les fatalities qui sont toutes les mêmes dans le dernier God of War. Donc pour récapituler, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, donc on a les éléments donc facilitateurs, on a les éléments qui permettent de se sustenter, donc de survivre dans l'univers, et là tu es arrivé aux éléments, on va dire, cosmétiques, genre les succès, les extras, comme disait Germain. T'en as donné que 3, Mehdi, alors qu'il en a donné 4, t'as les éléments qui permettent l'accessibilité. Oui. Ouais, l'accessibilité à certaines zones, certains contenus en fait. Voilà. Bref, ces quatre récompenses quand on fait un level design, parce que c'est très lié au LD finalement, parce que justement notre but en tant que level designer, ça va être de placer tous nos éléments de game design de manière à ce que le joueur il ait un parcours intéressant, ludique, vraiment qu'il s'amuse, mais surtout qu'il soit aussi un petit peu confronté à un challenge qui proportionnellement à la difficulté et à la longueur, etc. du challenge, va lui donner une récompense. Et donc, le type de récompense doit matcher avec nos intentions. Mais surtout, il doit y avoir une certaine harmonie, un certain équilibre entre ces récompenses. On ne peut pas se contenter de simplement dire aux joueurs « Tiens, un peu de sustenance ». En fait, c'est ce que fait Breath of the Wild. Selon moi, ça, c'est vraiment son défaut principal. Tes armes se cassent, tu vas chercher des armes. Tu as désormais trouvé, 200 Korok. Donc, tu as assez d'emplacements. Parce que les Korok, en fait, c'est des petits machins à trouver. Voilà, il y a 3-4 énigmes répliquées 900 fois.
retenez bien 900, ça je vais finir là-dessus. On va y arriver. L'idée, tout simplement, c'est que ces petits Koroks vont me donner des petites graines, hein, qui sont, on va le découvrir plus tard, pas des graines. On va les donner à quelqu'un pour qu'il les rende dans ses marécasses, qu'il fasse des marécasses, il est content, et du coup, il vous donne des emplacements d'inventaire. Et c'est tout ce qu'il va vous donner, hein, pendant les 900 trucs de Korok. Donc, vous allez débloquer les emplacements pour vos armes, vos boucliers, et c'est arme, bouclier, arc, je crois, Oui. en équipement. Voilà. C'est les 3 possibles, et plus on va monter dans une catégorie, plus le prix va être exorbitant. Donc, au bout d'un moment, il va falloir 50 graines de Korok, ce genre de choses. Si vous voulez, hein, c'est tout l'intérêt du live. Hein, si vous avez des trucs pour contredire, du moment effectivement que c'est de manière argumentée en termes de propositions de GD ou de trucs où vous n'êtes pas du tout d'accord à ce qu'on dit, n'hésitez surtout pas. Hein, je précise, il faut pas hésiter. C'est vraiment. Là, l'idée, tout simplement, moi je finis quand même là-dessus, c'est que du coup, je vais aller dans un sanctuaire. C'est le 80e sanctuaire que je vois. J'espère que ça va être un sanctuaire avec un truc intéressant. Wouhou. Bon, finalement, c'est juste un combat. Bon, bah certes, vas-y, c'est pas grave. Qu'est-ce que je gagne? Ah, une énième épée. Et ça, en vrai, on a beau avoir la meilleure bonne foi au monde et vouloir absolument défendre ce jeu, on peut pas nier le fait que les armes, au bout d'un moment, deviennent inutiles. Dans l'esprit du joueur, c'est gagner un petit steak, en vrai. C'est clairement ça. Moi, perso, j'étais plus content de récupérer de la bouffe qui me donne des bonus assez long terme qu'une arme. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va très souvent se retrouver avec un coffre, je l'ouvre, j'ai pas de place. Bon, est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Ok, non, bon, bah, en fait, tant pis, je laisse ce coffre fermé, ça m'a saoulé. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai eu, notamment le fait que des armes qui devraient être assez uniques, j'ai trouvé un boomerang. Ah bah attends, tiens, c'est cool. Ah bah le boomerang qui se casse aussi. Bon bah va falloir que j'aille chasser des monstres avec des boomerangs. Ah mais en fait le boomerang c'est pas très opti. Et en fait il y a toutes ces questions qui malheureusement selon moi nuisent à l'expérience de contemplation, d'exploration assez tranquille de Breath of the Wild, où justement mon arme va se casser. Ah va falloir que j'aille chercher une autre arme. Machin. Ah bah de toute façon c'est pas grave, j'en ai 800 dans mon inventaire. Enfin franchement, je monte l'inventaire, il fait mal quoi. Genre j'ai plein d'armes qui me servent à rien. Il y a un truc, alors tu disais littéralement gagner des steaks, c'était vraiment des steaks, hein, j'avais un petit doute pendant un moment, vu qu'on parlait de cuisine, c'est logique, c'est cohérent. Il y a une remarque que j'ai bien aimée qui était, après je vois pas trop ces problèmes parce que je fais des parties très courtes. Alors ça c'est intéressant moi je trouve. Alors ça c'est super intéressant. Bah ouais. C'est que en fait il y a moi, c'est ce que j'ai dit en fait. Après, t'étais pas là au tout début. C'est ce que j'ai dit au tout début. Moi, je suis un joueur qui complète les jeux, qui les finit. Alors, il s'adresse à la personne du chat. Hein. Il me parle pas à moi. Hein. J'étais là depuis tout. Voilà. C'est ce que je dis. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Pardon. En fait, du coup, l'idée, c'est que j'ai envie de le finir. J'ai envie de voir ce qu'il a à me proposer. Regardez, j'ai encore 8 noix là. Qui sent un peu fort. Voilà, vous allez voir en plus les blagues pipi caca chez Nintendo, ça y allait. Hein. Oui, parce que ça, du coup, c'est vrai qu'avant de passer sur autre chose, la récompense finale d'avoir trouvé les 900 Korok, c'est un caca doré. Voilà, un trophée. Reward Glory, qui en plus est pas si glory que ça, parce qu'il est beaucoup plus frustrant qu'autre chose. Parce que clairement, c'est selon moi, je pense clairement que l'équipe a voulu se moquer des gens. Oui, moi je veux croire que c'est un troll ce truc. Je pense aussi, ouais. Voilà, je veux, enfin, moi, mais je le prends pas très bien ce troll parce que je me dis, ok, en fait, les gars, vous avez fait un truc juste pour dire, lol, pourquoi t'as joué autant à notre jeu, lol? Je trouve pas ça correct. En tant que designer, parce que moi, du coup, je suis GD, hein, je ne comprends vraiment pas ce besoin de faire ce genre de blague. Un easter egg, un petit machin, oui, en mode, oh lol, t'es monté sur la plus haute montagne, bon, bah regarde, on a mis un panneau, comment tu vas faire pour redescendre? Ouais, ou alors il faudrait que ça fasse vraiment partie, je dirais, ça fasse partie du tissu narratif, qui est vraiment un truc au long cours pour venir critiquer ta position comme ça de collectionniste à l'absurde. On te dise au début, genre, tu peux les trouver, il y en a machin dans le monde, mais en fait, ça sert à rien. Ouais. Mais qu'on te le dise, ça sert à rien. Et qu'on te répète après, et qu'au final, oui, je t'ai dit, ça servait à rien. Mais tu en vois fait, c'est surtout que sur les 900, je crois que t'en as besoin de 300
pour augmenter toutes tes cases. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus possibilité d'augmenter les cases. Je crois qu'il t'en faut 300 à peu près, 300 ou 400. C'est sur 900. C'est même pas 50%. Non, vraiment, pour moi, c'est un affront un petit peu au complétionnisme. Et c'est justement ce que je propose. Voilà. Bah oui. Je reproche au jeu. Tu proposes en le mettant dans ta poche. Je reproche au jeu, c'est de très vite dire ouais, par contre, le endgame, les gens ont oublié, en fait, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas, en fait. Le endgame, je me suis forcé à le terminer. Il est designé pour les parties intermittentes. Bah oui et non. Dans ce cas-là, pourquoi avoir fait une map qui mesure 800 Kyoto là non, en vrai, pourquoi avoir fait une map aussi grande? Il y a bien un moment donné où... Je répète ça depuis le début. Il y a bien un truc où je me dis, voilà, je suis au sanctuaire de Kaomaka ici, là, donc tout au sud de la map. À tampon. J'ai envie de m'éclater et de me dire, voilà, je prends mon cheval et je grimpe. Il sait il est où là? Bon, on salue nos amis de département d'outre-mer, hein, parce que Tampon, c'est une ville... voilà. Un peu de culture. Voilà. Et du coup... ah oui, très, très bête à dire, mais en fait, il y a plein de petites références aussi aux anciens Zelda. Je pense qu'ils n'ont pas assez appuyé dessus. Mais par exemple, il y a la ferme Lonlon qui est par là. Oui. Ordine, Lanel, etc. C'est le nom des esprits qui étaient dans Twilight Princess. Enfin, il y a pas mal de petites refs. Bon, ça, c'est sympa. Mais tu te disais... Et pourtant, j'ai fait partie de ces joueurs qui ont fait des nuits blanches sur ce jeu, alors que cela m'arrive rarement de faire de longues sessions de jeu. Bah, comme quoi, il y a un acharnement. En fait, moi, c'est pareil, parce que... c'est très partagé dans le chat, c'est ça qui est chouette. Ouais, non, c'est cool, c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Moi, c'est vrai que je suis assez tranché parce que j'ai eu beaucoup le temps de bosser le jeu, mais c'est un truc que j'aime dire, c'est vraiment... Ouais, ça doit être... Ouais, c'est pas ouf, c'était bien les 50 premières heures. Parce qu'en fait, il te faut 50 heures pour explorer la zone. Mais au bout d'un moment, c'est possible... J'aimerais bien dire ça, histoire de mettre un recul. C'est possible que ma place de game designer influe sur mon ressenti. Bah, bien sûr. C'est que, en fait, très vite, je vois le schéma. Je le vois et je me rends compte que, en fait, le jeu va rien me proposer d'autre que de la sustenance, que des armes en plus, des petits trucs pour pouvoir continuer. Et très vite, je me dis, ouf, est-ce que j'ai vraiment envie, du coup, de tout explorer, sachant que je vais rien avoir de fou. Les gros sanctuaires sont clairement pas à la hauteur de ça. Je sais plus où se trouve le... Si quelqu'un s'en rappelle... Ah bah non, c'est bon, voilà, j'en ai un là. Epona. Je voulais absolument montrer le cheval parce que... Allez, on va doucement... alors pas terminer abruptement sur le cheval, mais arriver sur les dernières remarques aussi. On te demande, est-ce que tu as un jeu aussi énorme qui t'a pas lassé de cette manière? Un jeu aussi énorme qui m'a pas lassé de cette manière. Bah non, parce que aussi énorme, en fait, justement, c'est lassant. Selon moi, c'est ça qui fait que c'est lassant. Ou alors, il faut que ce soit un autre type de jeu à gameplay émergent, par exemple. Un jeu online. Minecraft, oui, voilà, Minecraft, par exemple. Minecraft, WoW, voilà. Mais après, WoW, c'est différent. Comme c'est un MMO, ça se place vraiment différemment, selon moi. Juste, avant qu'on aille sur le cheval, j'ai 2 points sur tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, Greg, qui est très intéressant, mais sur lequel je vais juste rebondir. Premièrement, c'est sur la typologie de reward, c'est comme ça qu'on appelle les... Oui, voilà, ces 4 catégories. Typologie de reward, c'est que quand on design un jeu, on va adapter du coup le typologie de rewards à quel est l'objectif de nos jeux, quel est le cœur principal du jeu, quelle est l'expérience visée. Et du coup, les récompenses vont pousser les joueurs et vont récompenser les joueurs pour suivre cette expérience-là. Donc, c'est intrinsèquement lié à comment tu veux que ton jeu soit vécu, comment tu voudrais que ton joueur joue. Et peut-être qu'il y a, alors dans ce cas-là, et c'est notamment, par mon expérience, de par ce que tu dis, chez Breath of the Wild, un espèce d'incertitude, soit de désaccord entre la typologie de rewards et ce que le jeu laisse entendre sur la façon dont tu dois y jouer. Ou en tout cas par rapport à ce que les Zelda te disent comment on joue un Zelda.
Je C'est pense vrai je pense qu'il est là le problème, effectivement, tu mets le doigt sur un truc intéressant. C'est que là, en fait, c'est clairement un jeu qui te dit, mais va explorer, fais-toi plaisir, fais Va ce que tu chercher veux en termes de... bonheur. C'est Va chercher bonheur. le jeu de Chico. Mais l'idée, en fait, c'est que voilà, là, bon, là, par exemple, voilà, je vais faire un truc. Moi, perso, j'ai bien aimé ça. Voilà, me balader avec mon cheval Ouais. et tout, machin. Moi Sur aussi. la phase exploration du jeu, découverte. Voilà, on a quelqu'un voilà, qui se fait agresser. Bah, je sais pas viser, donc je vais sauter. Voilà, je lui mets 2 coups. Et là, je dis, oh non, oh là là, de toute façon, le reward sera nul, donc je vais pas t'aider. Voilà. Et en Donc plus, ça, ton c'est arc quand- allait bientôt se casser. On parlait des trucs. Et en plus, l'arc, elle est bientôt se faire. Parfait. Et là, en fait, c'est assez intéressant. J'ai fait un truc stylé là, donc j'ai Ouais. fait un salto et je suis Ouais, retombé sur le cheval. Ouais, enfin, Greg essaie de passer pour un gars bien, mais il a abandonné la personne qui était en train de se faire agresser. Hein. Je précise. Bon, mais Vous devez savoir la vérité. on va s'en sortir parce que c'est un jeu de Nintendo. Et du coup, l'idée, tout simplement, c'est que. Quel escroc. C'est vrai, totalement. Voilà, là par exemple, il s'est arrêté parce qu'il était trop près de l'arbre. Oui. Ça, c'est le genre de truc, moi, en tant que designer, et je pense, Germain, tu me rejoindrais là-dessus, j'aurais fait en sorte que le cheval se décale un peu pour contourner. Carrément. Ah non, plutôt moi, j'aurais fait en sorte que le cheval s'éclate sur l'arbre. C'est classe Oui, ou non, se mais oui, décale. mais sur le jeu Nintendo, faut penser, il faut pas que ce soit violent, tu vois. Oui. Il faut pas que le Ah, cheval. oui. Faut penser Moi à aussi, une enfance. Il veut pas la violence, il devrait retrouver un Je- chemin à cet instant. J'aime bien, Voilà. Germain, il est pas du tout dans la logique de prod. Non, moi je fais un takedown direct. Mais en fait, voilà, en fait, ça c'est un genre de truc qui en plus fait que là par exemple, voilà, quand je tourne, le cheval met du temps à tourner. Il a un contrôle, si je puis me permettre, histoire de titiller un petit peu l'énervement de certains, à la c'est Prince of Persia joué par le joueur du grenier, je crois, là en 2D, là, le truc où dès que tu veux tourner, ça prend 8 heures. Oui. Voilà, donc c'est génial. Moi, je trouve que c'est trop lent. Là, voilà, là, regardez, il se prend le buisson. Et, Hein, on progresse. et là, on progresse, Il y a voilà. des collisions Et de donc, buissons. bah là, par exemple, il s'est arrêté. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Mais C'est- on c'est- nous fait remarquer dans le chat que c'est assez proche du peu que j'y ai joué à The Witcher 3 aussi. Hein, donc ça Ouais, là-dessus mais on Witcher pourrait. 3, il y a une notion de chemin. Ouais. Mais Et le cheval retourne vers le chemin, mais c'est vrai qu'il s'arrête comme ça assez abruptement des fois. je suis obligé de te couper pour qu'on termine dans les temps. Germain, tu avais Yes. une autre remarque, je crois. Oui. Ouais. C'est beaucoup plus rapide celle-là, c'est quand t'as dit que l'endgame, il n'y en avait pas, t'avais été obligé de se dire à un moment donné t'arrêtes. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est qui découle naturellement du postulat de départ qui était de dire que on te laisse en toute liberté, sans chemin critique réellement, et t'as une fin, t'as un objectif final entre guillemets, t'as un seul objectif en fait que tu fais quand tu veux. Et le fait qu'il soit seul fait qu'à la fois c'est le premier et à la fois c'est le final, et que tu peux pas avoir vraiment de fin ou d'endgame parce que t'as fait le truc que tu devais faire, mais on t'a pas fait vivre une aventure par l'histoire ou par un autre moteur en fait. C'est toi qui as vécu ton aventure, et comme disait Mark Brown, quand tu te fais défoncer la tronche en allant près du château de Ganon, enfin du château d'Hyrule, quand tu décides de aller taper des mobs et récupérer des trucs, tu vas t'entraîner pour faire cette mission-là, et au lieu de te dire juste je la remets à plus tard parce que je peux pas et c'est frustrant, non, c'est tu t'entraînes pour ça, et du coup il y a un côté satisfaisant, mais ce qui fait que tout le jeu, tu t'entraînes pour affronter un boss, mais tu ne fais pas d'histoire, tu ne fais pas une vraie aventure du personnage en fait. Toi, tu vis en tant que joueur une aventure, mais le personnage n'en a pas. Donc forcément, à un moment donné, l'endgame, il peut pas exister dans le jeu en fait. Il peut exister que chez toi. Parce que c'est toi qui as joué, pas le joueur, pas le perso. Tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est très intéressant. Ça laisse de la matière peut-être. On va pas couper abruptement par rapport au live. Hein, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à venir écouter, discuter avec nous. Donc on va faire un petit peu d'extra. Ça on annonce pour la captation YouTube et podcastique. On va faire une conclusion d'appoint pour rester dans le format qui est le nôtre de ce qu'on a pu aborder. Hein. Il y a plein de choses. On nous demandait aussi dans le chat quand une session musicale. Alors il y aura déjà un rendez-vous qui est pris le 4 janvier, la prochaine fois, donc avec Germain, malheureusement notre cher
Greg ne sera pas parmi nous, mais on sera avec Yannick Tassin, qui est le lead sound designer, qui fait aussi partie de l'équipe Je Game Moi Non Plus, qui viendra parler de Hades, depuis le temps qu'on est censé s'y atteler. Donc ce sera pour moi une session let's play découverte, et on analysera le jeu derrière. Il y aura plein de choses chouettes à dire. Du coup, on va doucement terminer pour vous inviter à venir nous découvrir sur les internets, hein, donc sur Je Game Moi Non Plus, hein, vous avez tous les réseaux déjà d'Es Podcast, hein, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, nous donner éventuellement des sous sur Patreon. Hein. On commence à partir de 1€, donc ça reste relativement accessible. Et puis vous pouvez aussi venir papoter avec Germain et Grégory sur le Discord, et éventuellement ailleurs aussi. Donc n'hésitez pas, le Discord vous l'avez en commande, hein, sur le chat. N'hésitez pas, un petit point d'exclamation Discord pour avoir tout ça, ou sinon dans le billet de la vidéo ou du podcast. Messieurs, comme d'habitude, un grand merci. Hein. S'il y a un dernier petit mot histoire de terminer, je vous laisse la parole à tous les deux, et puis on conclura juste après ça. Moi, pour conclure, je dirais que pour moi, c'est un bon jeu d'exploration, en termes vraiment exploration pure, dans le sens juste se laisser porter un petit peu par l'exploration, et regarder, voilà, se balader, regarder un peu le coucher de soleil, machin, tout ça. Par contre, c'est pour moi un mauvais jeu d'aventure, dans le sens où il y a trop de points, je parlais des armes, des trucs, etc., qui font que j'ai pas l'impression de progresser, vraiment. Je pense que c'est ça qui me manque dans le jeu, c'est une notion de progression, de débloquer des pouvoirs, de débloquer des choses. J'ai l'impression que finalement je suis le même avec juste plus de PV. Et c'est un petit peu ça, ouais. Et ça me perturbe, venant notamment d'un jeu Zelda, donc ça, voilà, ouais. c'est ce que je disais. C'est que Renard. On est censé être quand même sur un jeu basé sur une progression, des énigmes, débloquer des choses pour pouvoir aller dans des nouvelles zones, etc. Moi, c'est ce que je dis souvent, voilà, il me manquerait un grappin peut-être dans Breath of the Wild et d'autres outils de ce genre, avec des zones où on ne peut pas y aller tant qu'on n'a pas ces objets-là. Je pense que ça manque un peu, et je rebondis sur ce qu'a dit quelqu'un, je l'ai plus là, c'était c'est pas parce qu'on abuse d'un plat au point que cela nous provoque une prise de foi que cela veut dire que le plat est mauvais. C'est ce cher Olivier, effectivement. Effectivement, le truc c'est que je ne considère pas avoir abusé de ce plat qui est Breath of the Wild. Moi non plus, ouais. Ça venait d'une réplique et d'une blague qui était formidable, que j'essaye de la retrouver. C'était le syndrome de la crise de foi. Non, c'était encore un peu avant. En fait, Zelda, au niveau des récompenses, c'est le giga au tacos, mais sauf que c'est pas gratuit si tu le finis à la fin. Ah. Voilà, j'ai trouvé le parallèle assez merveilleux. Ok, d'accord. Pour moi, non, parce que la proposition, c'est quand même un jeu avec beaucoup de contenu. À un moment donné, je suis joueur, j'ai quand même envie de l'explorer, de le découvrir, et je ne peux pas le faire en peu de temps. Après, oui, certes, je peux faire des petites sessions ça et là, mais ça, en fait, c'est censé ne rien changer. Il faut que le jeu, surtout un jeu comme ça, un jeu d'aventure, mais on essaiera il est censé être fait pour que n'importe qui, selon son rythme de jeu, puisse s'y retrouver. C'est ça qu'on voulait souligner, ouais. C'est vraiment important, donc non, c'est pas un argument pour moi de me dire que en fait, j'ai trop joué à ton jeu, c'est pour ça qu'il est mauvais, de mon ressenti. Mais on aura un peu de temps pour continuer à en discuter en off. Germain ? Oui, moi je vais conclure avec un peu un appel à la réflexion à la réflexion et au questionnement. J'encourage déjà les gens à jouer à Breath of the Wild, mais jouer également à ses soi-disant copies, jouer à Witcher, à Witcher 3 qui l'a inspiré, jouer à Assassin's Creed, jouer à Batman, et surtout jouer aux autres Zelda. Et après se poser la question, est-ce que les mécaniques que je ferais bien dans Breath of the Wild étaient pas déjà bien avant? Est-ce que les trucs mauvais n'étaient pas déjà mauvais avant dans les autres jeux qui l'ont fait? Et est-ce que Zelda a toujours été bon, ou alors est-ce que vraiment ce jeu est un cas exceptionnel? Je vous spoil, non. La saga Zelda a pas attendu très longtemps pour faire des opus décevants, voire mauvais. Et du coup,
est-ce qu'au final, tout ce foin sur Breath of the Wild, c'est pas juste parce qu'il y a un journaliste qui s'est chauffé et qui a mis 20? Bien Est-ce sûr. qu'au final, c'est pas juste ça, hein? Posez-vous la question, est-ce que vraiment ça vaut tout le foin qu'on en fait autour du jeu? Ouais, mais d'ailleurs, ce sera potentiellement un sujet d'émission qu'on aura, ce que tu amènes un peu en filigrane, et je pense que c'est voilà, c'est l'effet Zelda. Il y a beaucoup de choses qui ont joué. Merci en tout cas pour celles et ceux qui étaient dans le live et très actifs et actives. Je concentre un petit peu la frustration parce qu'il y a des choses encore à dire du côté de Greg et même de mon côté. Simplement, vous quittez là-dessus, vous dire à la prochaine, donc la semaine prochaine, toujours à partir de 20h, on sera normalement, si tout va bien, sur une émission autour de Hades, le game design d'Hades, avec une découverte toute fraîche de votre cher ami et hôte moi-même, tandis que Germain éclairera de ses lumières, et ainsi que Yannick, Yannick Tassin, lead sound designer de chez Dontnod, donc encore de la grosse qualité en termes d'éclairage. Et vous rappelez aussi qu'il y a une émission dédiée au sound design de Silent Hill 1 et 2 qui est disponible sur la chaîne YouTube de Death Podcast. Voilà, on s'arrête là-dessus, et de toute façon, on se retrouve en off pour l'after, et on vous dit à la prochaine. Ciao!